Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Moret-Vichard, qui est thérapeute holistique et guérisseuse sur le chemin du féminin blessé au féminin sacré. Elle accompagne les femmes qui souffrent de maladies gynécologiques comme l'endométriose, ainsi que des femmes qui ont un désir d'enfant inassouvi. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours avec l'endométriose qui a bien failli lui coûter la vie à 35 ans. Après la rupture d'un endométriome, elle enchaîne les opérations d'urgence et ressent qu'elle ne survivra pas à ces épreuves si elle ne reprend pas sa vie en main. Elle engage alors un profond chemin de guérison et se forme à de nombreuses pratiques, telles que l'hypnose, l'art-thérapie, le tantrisme, la thérapie systémique et bien d'autres encore. Elle nous explique les dimensions émotionnelles, mentales, spirituelles et symboliques de la maladie, et grâce à son approche de fond, elle guide les femmes à utiliser la maladie comme tremplin d'évolution et les aide à guérir au-delà des symptômes. Elle nous raconte également son incroyable chemin vers la maternité et comment elle a appris sa grossesse à 40 ans, 2 mois seulement après que les médecins lui aient assuré qu'elle n'avait aucune chance de tomber enceinte, même avec une FIV. C'est en s'appuyant sur son propre cheminement qu'elle apprend aujourd'hui aux femmes à défocaliser leurs besoins d'enfant, à exprimer leur envie de maternité autrement et à remettre de la vie et de la joie dans leur vie. C'est un échange passionnant qui résonnera différemment selon votre stade d'évolution sur votre chemin de guérison, mais qui dans tous les cas ne vous laissera pas indifférente. Bonjour Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien. Salut Mélanie, merci pour l'invitation. Je suis très très heureuse de partager ce moment avec toi. Je vais super bien, merci. Super, ouais, je suis ravie vraiment de te recevoir. Je pense et je suis convaincue que ça va être passionnant. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je trouve toujours difficile de se présenter. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va dire de soi et qui on est? Alors, Mmh. déjà peut-être au niveau professionnel, je suis thérapeute et là aussi la définition est complexe pour moi. Je me qualifie de thérapeute holistique, parfois de guérisseuse. Sur le chemin du féminin sacré, du féminin blessé au féminin sacré, pour faire très court. Et donc j'accompagne essentiellement des femmes qui souffrent d'une maladie gynécologique grave, telle que l'endométriose, dont j'ai moi-même souffert, mais aussi d'autres maladies, d'autres pathologies du féminin, vers la voie de la guérison au sens holistique du terme. Et puis j'accompagne également des femmes qui ont un désir inassouvi d'enfant. Voilà, ça ce sont pour ça c'est pour la partie individuelle et puis j'anime aussi des groupes autour du féminin, des jets d'énergie féminine et masculine. Donc ça c'est un petit peu ma mission, ma passion, Ouais, le cœur de ce que je fais. Ouais. OK, super. OK et bah, du coup, c'est pour cette raison que je t'ai, proposé de participer au podcast, aujourd'hui. On va vraiment parler de, bah, tout ce qui est endométriose et maternité, enfin désir de maternité en tout cas et pour commencer, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, alors, pour, pour l'avoir pratiqué, je pense que c'est difficile à, de mettre des mots dessus, mais est-ce que tu peux nous expliquer ta manière de travailler, en fait? Comment tu abordes, les choses et peut-être, quel genre de personnes peuvent contacter? Alors ma façon de travailler est en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué de l'expliquer parce qu'elle est issue de tout mon propre cheminement, hein, avec la maladie, tout mon chemin de guérison, toutes les, thérapies que moi-même j'ai suivies, j'ai à peu près tout essayé, tout fait.
toutes les formations que j'ai faites, que j'ai suivies pendant ce temps-là et j'ai voulu vraiment combiner tout ce savoir, combiné à des connaissances que j'ai reçues en fait, voilà que je me suis réappropriée, depuis la nuit des temps en fait. C'est une reconnexion à mon savoir ancestral, on dira Ouais, et tout cela je le combine dans cet accompagnement mais qui est quand même très basé sur ma propre expérience, hein, ouais, mon propre vécu dans ma chair et donc j'accompagne essentiellement à ce que j'appelle moi une guérison au sens holistique du terme, dans le sens où je ne m'occupe pas forcément uniquement des symptômes dans le corps physique, mais je m'intéresse à ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire à quelles sont les causes derrière la maladie. Quelles sont les causes émotionnelles, quelles sont les causes mentales, quelles sont les causes spirituelles. Donc il y a toujours cette dimension-là qui apparaît dans mon travail. Donc c'est vraiment un travail de fond, on dira. On plonge dans les profondeurs de tout ce qui a pu amener cette maladie ou cette difficulté à enfanter, ces blocages divers et variés. Et la maladie, en tout cas ce qu'on entend par maladie communément, c'est-à-dire les symptômes, les douleurs ou l'infertilité, etc. Pour moi, c'est la pointe de l'iceberg en fait. Et sous la mer, il y a ce gros bloc de glace, et ce gros bloc de glace, c'est ce qui a pu favoriser cette pointe qui sort de l'eau. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le bloc dans la mer. Et donc on va aller vraiment travailler en profondeur pour nettoyer ce que j'appelle moi le terrain, mais c'est pas le terrain dont parlent les comme en médecins ou naturopathie, ouais. Mmh. naturopathie. C'est plutôt le terrain justement de l'âme, c'est plutôt le Ouais, terrain émotionnel, c'est plutôt qu'est-ce qui dans ta vie ou peut-être au-delà même de ta vie a pu amener, cette maladie? Du coup, pour répondre à ta question, de qui peut me t avec qui je travaille, eh bien, avec des femmes qui sont prêtes à ouais, plonger, hein, à faire face, à aller regarder ce qu'il y a derrière la maladie, qui sont intéressées aussi, hein, à utiliser la maladie vraiment comme tremplin d'évolution. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand la médecine allopathique, en gros, m'a expliqué, hein, parce que c'est assez clair, que soit j'allais prendre la pilule tout le temps, soit j'allais me faire opérer plein de fois, hein. Une fois, un grand spécialiste m'a dit, mais madame, à votre âge, vous auriez déjà dû être opérée 15 fois. Comme si c'était une évidence d'être opérée du bas-ventre, ouais, comme si c'était si facile que ça, d'être charcutée. Eh bien, moi, là, il y a eu un réveil, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, j'ai fait vraiment ce cheminement d'aller y mettre du sens. Et donc, ouais. c'est nécessaire d'avoir cette envie d'y mettre du sens et de comprendre que derrière la maladie, il y a des cadeaux cachés et que la maladie, en fait, est là pour quelque chose, pour nous envoyer des messages et puis pour nous aider à grandir, à évoluer au-delà de la guérison ou de la disparition des symptômes physiques, en fait. Donc, Mmh, c'est tout tout, à c'est fait. panel, c'est très très vaste, hein, c'est Oui. vaste ce que je te dis là en quelques mots. Oui, c'est vraiment une approche causale plus que Mmh. symptomatique, en fait. Exactement. En fait, Ouais, pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que quand on souffre le martyre, et c'était mon cas, hein, vraiment, j'avais une endométriose de stade 4 très, très, très sévère, hein, et je souffrais dans mon corps chaque jour du cycle, hein. C'était pas juste, entre guillemets, «des douleurs de règles» comme on les appelle. Moi, j'avais des douleurs pendant les lunes, mais tout le temps du cycle, la nuit, le jour. J'avais de la fibromyalgie, parce qu'on a parfois ou souvent, quand on a une endométriose sévère, des pathologies associées. La fibromyalgie, ça peut en mmh, faire partie. Moi, j'avais de la candidose chronique, donc de la mycose tout le temps. Bref, j'avais plein d'autres trucs. Je finissais tout le temps aux urgences. Donc, je sais ce que c'est que de souffrir profondément dans son corps au quotidien. Et donc, évidemment, que de trouver des solutions pour diminuer les symptômes, c'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à mon sens, en tout cas quand on souffre d'une forme très sévère de la maladie et d'ailleurs mmh, je le constate avec les femmes qui souffrent d'infertilité ou qui ont des problèmes à avoir un enfant, ou de garder l'enfant en tout cas quand elles tombent enceintes, c'est que, il y a quelque chose qu'il faut aller traiter derrière. Parce que si je vais pas traiter, les grosses peurs ou les grosses problématiques, les gros traumas derrière, eh bien, parfois c'est pas suffisant, que d'essayer de traiter, le symptôme, hein. Donc ouais, c'est vraiment ma spécialité plutôt l'approche effectivement causale, ouais. ouais, Mmh. OK. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un petit peu justement sur ton parcours? À quel moment tu as découvert que tu avais de l'endométriose? Ouais, c'est toute une histoire. En fait, on m'a nommé la maladie, à 35 ans seulement. D'accord. Aujourd'hui j'en ai 44, on m'a nommé la maladie à 35 ans. Avant, bon, j'en avais entendu parler, mais c'était pas trop, un sujet pour moi en fait Mais et tu j'ai avais déjà des douleurs malgré tout?
Alors oui, j'en ai eu à l'adolescence, mais j'ai fini aux urgences une fois, tu vois? Pendant que j'avais mes lunes, je suis Mmh. tombée, dans les pommes en pleine rue, donc j'ai fait la totale, ambulance, urgence, mais on m'a renvoyée à la maison avec des antidouleurs, enfin Ouais, ouais, comme d'hab quoi, je dirais, ouais. pour beaucoup de femmes. En gros, c'est normal et puis, ma gynécologue à 20 ans, 18 ans, 19 ans m'a proposé de prendre la pilule et moi j'ai dit: «Non». En fait, instinctivement, j'ai dit: «Mais la pilule, c'est un contraceptif et là, je ne veux pas l'utiliser pour ça, donc je vois pas pourquoi je prendrais une pilule pour, les symptômes». Donc j'ai dit: «Non» et puis j'ai tenu un petit moment et puis ensuite j'ai commencé de prendre la pilule parce que ça m'arrangeait, enfin, c'est comme contraceptif et moi je l'ai très bien supporté. Et effectivement, elle a mis sous le tapis les difficultés, mais j'avais d'autres problèmes. J'avais des mycoses à répétition, j'avais quand même toujours des problèmes gynécologiques, si tu veux. Ouais. Mais j'ai pas été vraiment chercher plus que ça. Et c'est à 35 ans, en fait, que ça a pété. Bah, c'était vraiment violent, hein. Ça s'est déclenché, j'ai fini aux urgences, mais vraiment on a dû m'opérer d'urgence. J'ai un kyste, endométriotique, donc un endométriome qui a pété. J'ai dû être opérée d'urgence. 3 mois plus tard, rebelote, j'ai dû être transférée de l'étranger, en Suisse, j'habite en Suisse, pour me faire, opérer d'urgence. J'ai fait une péritonite par là-dessus, Ah les vache. médecins ne savaient plus. Ouais, non, mais c'était l'horreur. J'étais tout le temps à l'hôpital et tu vois, c'était des opérations lourdes. Ils ont dû me sortir un bout d'intestin. Enfin bon, je vous épargne tous les détails. Mais Mmh. enfin, c'était vraiment, on savait même plus comment j'allais m'en sortir. Ils comprenaient plus pourquoi mon système immunitaire n'arrivait plus à faire face. Ouais. Et donc là, vraiment, il faut dire que j'avais arrêté la pilule, quelque temps auparavant. Et puis, il y a eu quand même, des événements dans ma vie qui ont fait que, justement, c'est là que ça m'intéresse, la ce qui peut générer une maladie. Alors pour moi, la maladie, elle est là depuis, elle était là depuis ma naissance, depuis enfin, Ouais. mon âme est venue avec pour résoudre certaines choses, hein. Donc la maladie, elle vient pas comme ça, elle n'est pas venue soudainement à 35 ans, mais elle a été déclenchée. À 35 ans, j'ai vécu une grosse rupture amoureuse, donc un gros choc affectif, hein, qui a réveillé quelque chose en moi et en plus dans ma vie, ça n'allait pas vraiment. J'avais un job, en fac de médecine, que j'aimais pas vraiment, j'étais pas dans une vie que j'aimais, j'étais pas dans des relations stables, enfin c'était ma vie n'allait pas en fait. Mmh. Et si tu veux, la maladie est venue me donner une grosse, grosse, claque et ça a vraiment été d'une violence extrême, donc enfin ça s'est enchaîné quoi. J'ai eu des opérations tout le temps, mais c'était vraiment des opérations d'urgence, hein. Moi, ça a pas été Ouais. des petits, tu vois, des petites, opérations planifiées. Et puis, j'étais déjà quand même sur ce chemin de développement personnel, spirituel, donc j'étais déjà sur un travail sur moi, si tu veux, hein. Ça D'accord. m'intéressait déjà, tout ce qui se passait en moi et cetera. Mais là, ça a vraiment précipité le mouvement parce que c'était un petit peu, ce que j'ai entendu en moi, c'était soit tu t'y mets à fond, soit tu crèves, quoi. C'était vraiment D'accord. ça. J'ai Ah ouais. vraiment cru, j'ai vraiment frôlé la mort, hein, et j'ai Ouais. vraiment senti que Ouais. si je me prenais pas en charge, j'allais en mourir. Et Ouais. pour moi, c'était inconcevable de passer, du temps comme ça chaque année, sur une table d'opération. Enfin, tu vois, je sentais que je n'allais pas survivre à ça, à cette, Ouais. maltraitance parce que pour moi, ça a réveillé des mémoires de maltraitance, non pas de cette vie, parce que je n'ai pas vécu de maltraitance physique dans cette vie, mais Ouais. d'une autre vie. Donc je les ai vécues, ces opérations, comme des viols, les mots des médecins parfois très durs. Ouais. Ouais, ça a été vraiment, très, très compliqué. Donc il y a eu toute cette phase jusqu'à 35 ans, en fait, où j'ai vécu un peu dans l'ignorance, si tu veux. J'ai macéré dans mes histoires sans savoir parce que personne ne me disait, ne me parlait de tout ça. Personne ne me parlait de causes de la maladie et j'étais à l'époque à des années-lumière, en fait, de comprendre ces choses-là. Et donc à 35 ans, quand c'est arrivé, bah, je me suis plongée encore plus dans ce travail sur moi. J'ai mis tout l'argent que je gagnais dans des formations, dans des thérapies, autour du féminin. J'avais besoin, je sentais, hein, qu'il y avait des choses avec les hommes aussi, avec, le lien entre les hommes et les femmes. Mmh. Et puis j'avais à cette époque, bah, j'avais très envie d'avoir un enfant, puis j'étais pas dans une relation engagée, donc je me suis dit: «Ben, de toute façon», on m'a dit à cette époque qu'au vu de toutes les opérations que je vivais et puis de mon état, que jamais j'aurais d'enfant. Donc j'étais propulsée tout à coup dans un truc, d'une violence extrême sur tous les plans, hein. Ah ouais. Donc ça a été pour moi vraiment là que le processus de guérison, comme je l'appelle, s'est vraiment enclenché. Et là, bon, ben, comme je te dis, hein, j'ai tout essayé et puis parfois je faisais ce que me disaient les médecins, c'est-à-dire que je reprenais
des pilules, qu'ils me proposaient, les hormones. Puis après j'arrêtais, puis je refinissais à l'hôpital, on me traitait de folle et d'inconsciente et je continuais mon chemin, j'ai continué mon chemin, j'ai continué mon chemin en travaillant plus sur, les blessures de l'âme, tu vois? Les blessures, Ouais, énergétiques et cetera. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, ma vie a changé. C'est-à-dire que j'ai rencontré, enfin une relation stable, un homme avec qui vivre une relation stable, celui qui est devenu mon mari ensuite. Donc voilà, je l'ai rencontré durant ce travail personnel, en fait. ouais, Et du coup, ça a tout enchaîné. J'ai quitté mon travail de salarié, j'ai quitté le lieu de vie, de région, j'ai tout quitté. Et puis, j'ai commencé de me dédier à l'appel intérieur, la voix intérieure qui était l'appel d'accompagner les personnes sur ce chemin de guérison. Et puis, peu à peu, ma manière d'accompagner aussi, si tu veux, c'est développé en faisant les choses, ouais, en accompagnant. D'abord, j'ai eu quelques amis qui avaient des soucis, je les ai accompagnés, puis peu à peu, je me suis comme reconnectée à une puissance de guérison, même vibratoire. Et puis de plus en plus, j'ai reçu des informations et hem et du coup, mon corps, ben, il s'est calmé de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc ça a été un chemin, hein. J'ai eu des rechutes, j'ai eu des peurs, des doutes, ça fait partie du chemin, mais j'ai pas lâché, quoi. Et puis, on arrive ensuite vraiment je dirais un petit peu au summum de ce processus. C'est quand à un moment donné, ben, avec, mon compagnon, mon mari, on envisage, ben, voilà, d'avoir un enfant. Donc j'avais 40 ans. Avant, c'était pas un sujet pour nous, en fait, parce qu'on venait un peu de se rencontrer, puis on avait d'autres choses à mettre en place. Donc voilà, on avait fait en sorte que ce soit pas ouais, je me sentais pas encore prête. Et puis au moment où je me sens prête, eh bien, j'arrête, donc les traitements, je voulais arrêter les traitements hormonaux et là, j'ai fait un contrôle, chez la gynécologue et puis alors là, oh là là, oh là là, quel rendez-vous, mémorable où elle me dit: «Madame, il n'y a aucune chance que vous tombiez enceinte. Vous avez plus d'ovocytes, vous êtes dans un état inflammatoire incroyable» et puis on lui dit: «Mais la FIV alors?» Il dit: «Bah non, mais la FIV, ça sert à rien. On va pas pouvoir faire de stimulation, ovarienne, vous n'avez plus ah ouais. d'ovocytes». Oh, Donc j'étais là: «Mais attends». Tu sais, il y avait quelque chose de bizarre dans cet entretien. C'est comme si je sais que ça peut paraître bizarre parce que j'avais 40 ans. oui, Il faut quand même comprendre les choses, c'est totalement exceptionnel. Ce que je raconte dans mon histoire, c'est que je n'ai jamais essayé de tomber enceinte auparavant, jamais dans ma ouais, vie, puisque j'étais ouais, pas dans des relations engagées ou qui me le ouais. permettaient. Et donc là, c'est comme si en fait, j'ai jamais essayé, tu as jamais essayé, puis tout à coup on dit: «Mais vous en aurez pas». Attends, mais attends, j'ai même pas, fait une J'ai même pas tentative. commencé en J'ai fait, même ouais. pas commencé que déjà tu me tu il y avait un truc, c'était pas possible, c'était à nouveau très, très violent en fait Bah ouais. cette annonce, hein. Et bon, bah, pour mon mari, c'était compliqué aussi, donc on est rentrés chez nous, ben, on était, ouais, on était mal. On a pleuré, on n'était pas bien, et puis bon, mon mari est thérapeute et aussi, puis ensemble, ben, il m'a aussi soutenue dans ce processus de, ben, écoute, parfois on sera heureux quoi qu'il arrive, de toute façon. Hein, Ouais. c'est pas l'enfant qui va amener ton bonheur et cetera. Et j'ai vraiment fait ce travail de défocalisation dont on va peut-être parler tout à l'heure. Oui, oui. Et il se trouve que 2 mois plus tard, j'étais enceinte. 2 mois plus tard. C'est Et fou. 2 mois plus tard et ouais, non, mais vraiment, c'est fou de chez fou, tu vois? Ça veut dire qu'il y a eu 2 mois d'essai, puis encore même pas vraiment, puisqu'on nous Oui, avait en dit que plus, tu vois, ouais, on s'est même pas focalisé là-dessus, on s'est dit: «Bon, laisse tomber». Et puis on a fait, bon, quand même un appel d'âme, ça, peut-être qu'on ouais. pourra y Mmh, revenir, oui. mais on a lâché. On s'est dit: «Bon, ben, écoute, voilà, ma foi, c'est comme ça». 2 mois plus tard, je tombe enceinte. Alors là, ben, évidemment, j'ai eu une phase de déni, hein, parce que je ne pensais pas que j'étais enceinte. Moi, je Bah comprenais ouais, pas du tout ce qui se passait dans mon corps, avec les symptômes que j'avais. Je pensais que j'avais de nouveau un kyste, tu vois? ouais. Je me suis dit: «Bah, c'est rebelote, et machin et tout», et je suis retournée chez la gynécologue, en pensant qu'elle allait de nouveau me trouver un kyste. Tu vois? C'est comme si j'avais perdu en fait, au fond de moi, c'est très étrange, mais au fond de moi, j'avais confiance et je savais. Et il y avait une partie de moi qui, comme pour beaucoup d'entre nous, ben,
quand même, s'est laissé embarquer par, le discours, bah, oui, Le quand on te poids des mots des médecins, ouais. mais c'est ça, mais je veux dire, c'est pas facile de faire totalement abstraction. Ah Tout bah, non, tout parlait contre moi et en plus, j'avais l'âge quand même aussi. Enfin bref, c'est ça. tout, 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 tout. Donc et il y a tout le chemin de guérison que j'avais fait jusque-là, tu vois? Je me suis dit: «Je peux plus rien faire d'autre». Pour moi, c'était clair que je prendrais plus jamais d'hormones. C'était clair que je ne ferais plus subir ça à mon corps et bon, quand elle m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfant et que même une FIV ne servirait à rien, j'ai eu un moment de soulagement parce que la FIV, en fait, il y avait une partie de moi qui sentait que j'avais plus envie qu'on s'immisce dans mon corps physique. Ouais, ouais, Tu ouais. sais? Je crois que les stimulations ovariennes et tout, je pense pas que j'aurais supporté, en fait. J'avais plus envie qu'on me touche, qu'on me donc finalement, bon, il y avait un peu de 2 choses, tu vois? Une grosse tristesse et puis en même temps presque un soulagement qu'elle m'interdise en gros de me faire une FIV et en plus en Suisse, il faut dire quand même que les FIV sont pas prises en charge, hein. Ouais, On ouais. doit tout payer dans notre poche et c'est extrêmement coûteux donc c'était étonnant que malgré ça, elles veuillent même pas me faire essayer, tu vois? Me faire payer la Ouais, ouais, FIV, ouais. quoi. Mais du coup, je me suis dit: «Ben, heureusement qu'elle a été honnête parce que payer, une FIV, Ouais. coûteuse, pour rien, ça aurait été dommage». Donc voilà, je suis tombée enceinte et je suis partie chez la gynécologue. J'avais des douleurs, des nausées, mais ça c'était courant pour moi qui avait été tout le temps tu vois, les symptômes inflammatoires, tu connais? Donc Ouais. je suis allée chez elle, puis elle me fait une petite, écho, puis elle me dit, elle regarde, puis elle passe sur l'utérus, elle me dit: «Ah, il y a comme un petit quelque chose, hein». Puis elle me dit: «Soit c'est une grossesse, soit c'est une poche de sang». Et moi, je suis D'accord. là, bon, je lui dis: «Mais écoutez madame, vous savez très bien que je peux pas être enceinte, alors vérifiez». Puis tu sais, je la faisais vérifier. «Allez sur mes ovaires, allez-y, allez-y, non mais regardez, vérifiez». Puis tu sais, je voulais qu'elle me trouve ce kyste, Ouais, ouais. c'est qu'on en finisse. Non mais c'était incroyable cette situation et je ressors de là, elle me dit: «Non mais écoutez, non, je vais pas vous donner, parce que j'avais plus mes lunes. Puis elle me dit: D'accord. «Non, je peux pas vous donner quelque chose pour faire venir les lunes, si je suis pas sûre que vous êtes pas enceinte». Moi, je lui dis: «Mais non, mais donnez-moi quelque chose, vous voyez bien que je suis pas enceinte, vous savez bien que je suis pas enceinte» et je suis allée Ouais. chez une acupunctrice et je lui ai dit: «Aidez-moi à avoir mes lunes». Elle me dit: «Mais Ah non, ouais. on sait pas, on sait pas ce qui se passe». Donc le gynécologue me dit: «Non, on va faire une prise de sang». Ouais. On va vérifier et moi je suis ressortie de là, mais j'étais en larmes et mon mari, était, ben, à Paris à l'époque encore, dans son cabinet à Paris. Il m'appelle et je dis: «Écoute, tu te rends compte? Elle me reparle de grossesse, c'est pas possible» et c'est comme si elle avait remué un peu le couteau dans la plaie, tu vois? Ouais, Et ouais. je me suis dit: «Bon allez, passe par-dessus, laisse tomber», voilà. Et donc j'ai essayé tant bien que mal de me remettre de ce choc et puis, voilà, je suis rentrée chez moi et puis, elle m'a dit: «Je vous appellerai quand j'aurai les résultats de la prise de sang». Puis elle m'a appelée effectivement, j'étais seule chez moi, je travaillais sur mes activités, j'étais en pleine création. Puis je prends le téléphone, tu sais, sans vraiment, sans grande attention, tu sais, tu tu es en train de Ouais, travailler ouais, d'une je main vois et très de bien. l'autre, tu vois? Et voilà, elle me dit: «Voilà, ben, j'ai le résultat du test, ben, vous êtes enceinte». Puis tu sais, je crois que là, il y a eu un blackout. J'étais là. Je vois très bien, ouais. Tu vois le truc? Je lui dis: «Non, non, mais écoutez là, vous êtes sûr que c'est non, non, c'est pas le mien, il y a dû y avoir un échange de sang», tu vois? J'étais vraiment dans le Ah déni ouais, dans total. le Ah ouais, déni total, ouais. mais total, si tu veux. On m'avait tellement si tu veux, pendant toutes ces années, on m'a tellement pris mon corps ou pris Ouais. mon corps. J'ai eu tellement l'impression par moments d'être, à la merci de ce qu'on me disait ou de ce qu'on me faisait, que là, ben, je me suis dit: «Ben, ouais, non, je suis en train de nouveau de subir quelque chose». Il y a comme une sorte de mémoire qui s'est réveillée de «je subis», alors que j'étais justement dans un processus de guérison où non, je redeviens maître de moi. Mais là, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé de cet ordre-là. Puis non, en fait, j'étais enceinte et elle-même n'arrivait pas à le comprendre, hein. Elle m'a dit: Je vois pas, je comprends pas». À tel point qu'elle a ensuite voulu, nous «utiliser» entre guillemets pour faire une étude, sur notre cas. Ah ouais. Ouais, bah, c'est des choses inexpliquées d'un point de vue médical, mais après quand on lui a expliqué avec mon mari tout le travail, tout le processus, qu'on avait fait quand même, parce que si tu Oui. veux, c'est un enfant qui est venu avec une facilité déconcertante, comme si, j'avais eu 20 ans et que j'avais aucun problème gynécologique. Mais en même temps, il y a eu toutes ces années
de travail justement sur les causes et mon mari aussi, il est allé explorer quelques aspects de ses propres lignées, Ouais, de sa propre histoire à lui. Donc si tu veux, on a été tous les 2 quand même, surtout moi, pendant des années, très occupés par ce processus. Donc c'est quand même le fruit de tout un processus et au bien final, ça sûr, s'est passé super facilement. Enfin, c'était comme ça pour moi, mais voilà, donc moi, ça a vraiment été ce moment où on m'a dit, «Vous êtes enceinte», le moment où je l'ai accepté, si tu veux, ça a été intérieurement, ça a été comme il y a eu comme un déclic. C'est je sais j'ai été entendue et je sais maintenant profondément dans ma chair que la foi que j'avais ou que cette volonté d'avancer aussi toujours sur ce chemin de guérison a payé d'une certaine manière, en fait. ouais, Mais ça aurait pu ne pas arriver et si tu veux, j'étais en paix aussi avec ça. ouais, Hein. Là, c'était vraiment le moment, je pense, un des moments les plus extatiques de ma vie parce que ça se passait sur un plan, c'était pas simplement le fait que je sois enceinte, c'était pour moi, il y avait un élément aussi spirituel là-dedans. C'est avec je sais pas, c'était mon âme qui était en joie profondément, tu vois, d'avoir pu manifester dans la matière tout ouais. ce que j'avais compris, tout ce que j'avais été explorer, heu, pendant tout ce temps. Enfin, je suis retournée à moi, j'ai fait comme disait un ami énergéticien sur mon chemin de guérison, je suis remontée au temps galactique, je suis remontée à la préhistoire de l'humanité, hein, donc si tu veux, c'est quand même, ce miracle, je me le dois quand même, je dois Oui, dire, oui, bien sûr. d'une Ouais, certaine ouais. manière. Mais bon, voilà, j'ai quand même eu cette chance énorme et à partir de là, eh bien, pour moi, si tu veux, l'endométriose, sur un plan physique, ça a été vraiment, ça n'a plus du tout existé, hein. Ça a complètement, basculé, hein. Ça fait plus partie de ta vie pour toi, cette maladie? Absolument plus, non, absolument plus et c'est vraiment impressionnant. Encore une fois, je me dis: «Mais quand je pense que chaque jour de ma vie, je souffrais le martyre» et on oublie vite, hein, mais Ouais. quand on a petite grippe et tout, on se souvient comme c'est bien Mmh mh, mmh. d'être Être en en bonne bonne santé, ouais. santé, mais Mmh. non, plus rien. Avant, je n'arrivais pas à me lever le matin, j'étais épuisée, j'avais une fatigue et j'avais tout le temps mal au ventre, tout le temps, mal partout, mal dans les jambes, Ouais. j'avais le ventre gonflé, j'étais grise, j'avais de la fièvre, des nausées, je vomissais tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Plus de symptômes et plus, non plus de lésions, en tout cas apparentes, sur à l'échographie et cetera. Puis pour Ouais, mon j'allais te mari demander, en fait, tu avais refait des examens ouais. médicaux pour voir où tu en étais? Oui, alors j'ai pas refait d'IRM parce que je vois pas l'intérêt Ouais, en fait ouais. d'aller, de voilà, à nouveau faire un examen de ce type-là, Oui, qui a oui. quand même des conséquences Invasif, ouais. Mmh. invasives. D'autant plus que, si tu veux, je suis très sceptique aussi face aux examens. Je prends beaucoup avec des pincettes, ce que montrent disons notre médecine, actuelle qui je pense est très limitée. Je pense pas qu'on voit tout sur une IRM, je pense pas qu'on voit, moi on m'avait vu des choses partout, mais si tu veux, moi j'ai des énergéticiens qui m'ont vu même des lésions dans le cerveau, enfin partout, hein, et ça on ne les voyait pas forcément à l'IRM. Mais après tout, c'est pas si important, donc moi je m'attache pas trop à ça, dans le sens où j'ai zéro symptôme. Ouais. J'ai zéro lésion visible, j'ai plus rien du tout et je sens. En fait, quand moi je parle de guérison, vraiment c'est une question de ressenti, c'est pas juste une question de disparition de symptômes, Oui. c'est que les symptômes associés, comme je les appelle, ont disparu. C'est-à-dire que je suis vraiment en paix, dans ma relation de couple, avec mon enfant, au niveau professionnel, et cetera. Et je me sens apaisée à tel point que je peux vraiment accompagner les femmes sur ce chemin de guérison et je le sens au plus profond de moi quand la personne fait ce clic, ce switch vers la guérison, tu vois? Mmh. Donc Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose à quoi je me suis reconnectée. Donc on peut jamais dire peut-être jamais, mais après tout, si tu veux, au fond de moi, je sais que c'est plus un sujet. C'est plus Ouais. un sujet. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est que quand, souvent quand, alors moi j'ai pas une endométriose très avancée et puis Mmh mh. je considère que j'en ai plus non plus. Mmh. Mais c'est vrai que les femmes qui sont atteintes d'une endométriose vraiment très avancée, souvent quand elles disent qu'elles se sentent guéries, c'est vraiment voilà, c'est
elles sont Ouais, montrées du doigt, elles sont: «Mais non, c'est impossible» ouais, et moi je pense que la personne qui est malade est la mieux placée en fait pour le dire, si elle se sent guérie ou pas. Que ce soit prouvé ou non ouais. médicalement, si tu te sens guérie au plus profond de toi, bah, c'est quand même le plus important. Bah, exactement. En fait, il faut pas se fier à ce que diront les chirurgiens, les médecins. Moi, je ne suis plus retournée voir les spécialistes d'endométriose. Donc les spécialistes ne voient pas les femmes qui vont bien. Donc C'est eux, ça, ils vont te parler uniquement de celles qui reviennent. Mais celles qui vont bien, moi, je ne suis plus q si tu veux, bien si sûr, si je vais chez un gynécologue qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mes antécédents, il ne saura pas que je suis malade. ouais, Donc c'est quoi la bonne santé? Je suis en bien pleine sûr. santé, j'accomplis ce que j'ai à accomplir, je veux dire, je suis en pleine santé au quotidien sans problème. Donc pour moi, ça, c'est la guérison. Et comme je le dis aussi, j'ai tourné pas mal de vidéos à ce sujet. La Oui, guérison, de toute façon, pour moi, c'est pas uniquement la disparition de symptômes. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais oui, la guérison de tout ce qu'il y a derrière, si tu nettoies le terrain, si tu nettoies les traumas, si tu nettoies tout ça, justement, ce qui a pu générer la maladie, il n'y a pas de raison, si tu as été écouter les messages du corps, que la maladie revienne. Alors, chez certaines femmes, ça peut arriver, bien sûr, que des lésions restent, mais ça, c'est pour des raisons individuelles de l'âme, et je ne vais pas forcément entrer dans les détails. On a chacune notre chemin. Mais si notre chemin, c'est de guérir en profondeur, eh bien, on peut. C'est comme le fait d'avoir un enfant ou pas. Euh, Moi, je pars du principe, hein, dès qu'il y a une personne qui vient à moi et qui a un désir d'enfant, que tout est possible, du moment qu'évidemment qu'il y a un utérus, bien etc. sûr. Hein, bien entendu, un corps quand même qui peut accueillir un enfant. Ceci dit, je ne suis pas le maître de tout, c'est-à-dire qu'il y a C'est ça. peut-être une destinée qui fait que dans cette vie, un enfant biologique n'est pas ce que la personne, ce que l'âme de la personne a besoin d'expérimenter. Mais ça ne veut Mmh, pas dire pour autant qu'elle va pas pouvoir guérir tout ce qu'il y a derrière, ces symptômes pour aller vers un apaisement et une paix si elle ne vit mmh, pas par exemple, une grossesse biologique. Donc on ne maîtrise pas tout, en tout cas pas avec notre mental. Des fois, on y va avec notre volonté. Je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. oui, Et c'est aussi un peu une des caractéristiques des femmes qui souffrent d'endométriose. On a un mental très fort, on est très volontaire. Alors c'est très bien à certains égards, mais parfois justement ce lâcher prise, ce côté abandon, accueil de ce qui est plus l'énergie yin et féminine, eh bien, elle fait un peu défaut ou il y a un déséquilibre là-dedans. Et moi, j'ai dû apprendre ça. C'est pour ça que je peux aussi si bien accompagner les femmes sur mmh, ce processus de arrêter de vouloir guérir pour guérir et en même temps continuer d'avoir ce projet dans son cœur. C'est comme par rapport à l'enfant, c'est arrêter de s'accrocher à l'idée que je vais absolument avoir un enfant sans pour autant faire le deuil. Et c'est quelque chose d'extrêmement subtil, hein, à comprendre la différence. oui. Hein, Oui, tu connais, c'est hein. oui, je connais bien et c'est un chemin peut-être difficile, en tout cas au début et en fait, voilà, c'est passionnant et plus on creuse, plus on avance et comme tu dis, c'est que, on apprend à défocaliser, Mhm. à déplacer le curseur et à le remettre à sa juste place, à savoir nous, se recentrer sur nous et surtout chercher l'apaisement, en fait. C'est juste, ton plus grand souhait, c'est plus avoir un enfant parce que c'est quelque chose d'extérieur sur laquelle tu as pas la main. Hem, non, c'est vraiment cheminer vers toi, ton apaisement, ta sérénité, quoi que ça implique, en fait. Exactement. Faire confiance à la vie pour dire: «Je souhaite être heureuse et apaisée et je te fais confiance après pour m'apporter ce qui me rendra heureuse, en fait». Mhm. Et c'est un chemin passionnant parce que tu as plein de choses à creuser. Et C'est ça. par rapport à l'endométriose, alors je mettrai, le lien de ta chaîne YouTube qui est passionnante et tu Mhm. as fait plein, plein de vidéos et franchement pour un premier pas en fait sur ce chemin, je Mhm. je pense que c'est l'idéal déjà pour, Mhm. voilà voir, ta vision des choses, ta manière de Mhm. travailler et cetera. Mais c'est surtout que ça peut apporter énormément pour, nous, quand on regarde ces vidéos, pour vraiment commencer ce chemin et avoir des prises de conscience des choses. Il y a des choses qui nous parleront pas forcément parce qu'on n'est Mhm. pas encore prête à les entendre. Mais voilà, ça créera des déclics, ça voilà, il y a des petites graines qui se plantent. Et voilà, ça fleurit quand ça doit fleurir. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques,
selon ta vision des choses, la symbolique de cette maladie? Parce qu'il y a quand même quelque chose, même si on est toutes différentes, même si chaque endométriose est différente, la symbolique de la maladie est quand même assez, assez forte, assez parlante et c'est vrai que quand on l'entend, c'est pareil, ça peut faire des déclics parce qu'on se reconnaît dans beaucoup de choses. Oui, oui, vraiment, il y a des constantes, hein, et moi qui travaille quasi quotidiennement avec des femmes qui souffrent d'endométriose, parfois je suis même étonnée moi-même car Mmh. les histoires sont très différentes les unes des autres, bien sûr, mais les constantes sont là. Alors, vu que moi je travaille beaucoup sur un plan inconscient et subtil et pas forcément toujours très visible, parfois la Mmh. la femme va dire: «Bah non», mais en fait, plus on va creuser et plus on va se rendre compte qu'il y a des constantes, alors la symbolique elle est vaste évidemment, il n'y a pas un élément, qui Mmh. qui va expliquer l'ensemble. Mais déjà, se dire que si on a de l'endométriose, eh bien, qu'est-ce que ça va toucher comme organe? Déjà, se poser ces questions-là. Ça va Mmh. toucher les organes du féminin, de reproduction. Qu'est-ce que ça signifie? L'utérus, à quoi il est relié? C'est quand même le nid, c'est le lieu Mmh. de gestation. C'est l'utérus, d'un point de vue énergétique, c'est quand même le centre de notre puissance, hein, notre Mmh. puissance féminine, notre puissance d'enfantement et de création. Mais quand je parle d'enfantement sous toutes ses formes, pas seulement Oui. l'enfantement d'un bébé, Mmh. la création. Et puis les ovaires, évidemment, c'est aussi l'ovocyte, hein, c'est une énergie de création. Donc Mmh. création de ma vie, création professionnelle, création sur tous les plans. Et je vous ai expliqué avant mon histoire personnelle par Mmh. rapport à ma vie et tout ce que j'ai vécu avant le déclenchement de la maladie, c'était déjà des symptômes de l'endométriose. Le fait d'être dans des relations non engagées qui me menaient à rien. Donc, si tu veux, inconsciemment, j'évitais de m'engager pour avoir le risque parce que j'avais peur d'avoir un enfant. Et ça, j'y reviendrai sur la peur d'avoir un enfant. Malgré mes mots, hein, ma volonté d'avoir un enfant, mais au fond de moi, il y avait des grosses peurs. J'avais un job que j'aimais pas vraiment, j'étais dans un lieu de vie que j'aimais pas. Donc tout ça, tu vois, ça parle de ce ventre, de ce lieu de vie, de ce lieu, de cette force de création et d'enfantement. Donc c'est intéressant déjà de se dire, mais si je suis touchée aussi dans ma sexualité, parce que c'est les organes Ouais. sexuels, c'est là que j'accueille éventuellement un homme, un bébé, mais aussi un homme, c'est pas rien, hein. Qu'est-ce que ça vient de dire de mon histoire? C'est pas la même chose que si j'avais un bobo, je dis un bobo, hein, peut-être un Oui, gros oui. bobo, à la tête, aux pieds, et cetera. Donc déjà là, je suis touchée dans mon intime, dans ce qui parle de mon féminin, en fait, très, très Mmh. profond. Donc il y a déjà ça qui est intéressant et puis, il y a beaucoup de choses qui sont à retrouver dans ce qu'on a vécu dans notre histoire personnelle et notamment dans notre enfance, Mmh. chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires dans le schéma parental de la petite fille intérieure qui est encore en nous et qu'on a besoin de guérir parce que, guérir de l'endométriose, c'est guérir avant tout de son enfant blessé. Et on associe beaucoup l'endométriose à un problème d'infertilité, donc à la difficulté en tout cas d'avoir un enfant que j'appellerais extérieur. Mais en fait, le chemin, le processus, c'est de s'enfanter soi-même. C'est ça qui nous est demandé, hein, d'enfanter cette petite fille, ce bébé en moi, de le faire grandir pour qu'elle puisse devenir une femme épanouie. Et d'ailleurs, c'est une constante chez les femmes qui souffrent d'endo, souvent elles disent, peu importe l'âge qu'elles ont: «Je me sens encore petite fille. Une part de moi se sent encore petite fille». Donc je suis pas totalement femme. Donc il y a toute cette dynamique autour de la petite fille, souvent qui a dû sortir de son enfance, était précipitée hors de son enfance trop tôt, pour plein de raisons. Et ça peut être des abus, d'autres traumas. Ça, c'est à creuser un petit peu selon la personne. Mais en tout cas, il y a eu des traumas émotionnels importants. L'arrivée des lunes aussi a été parfois et très souvent mal vécue. Et puis, tout ce qui se vit après dans la vie de femme, est-ce que j'ai vécu justement des fausses couches, des avortements, et dans mes lignées de femmes. Parce que ce que je vis, comme je le disais, en termes de symbolique, ça touche mes organes féminins, eh bien, ça a peut-être touché aussi le ventre des femmes qui me précèdent. Peut-être ma mère. Et la relation à ma mère, quand je souffre d'endo, elle est capitale. Elle est en Ouais. général très Mmh. ambiguë et très complexe. C'est vraiment un gros nœud, mais la mère aussi avec un grand M, dans le sens, la mère dans tous les sens, ma propre mère dans cette incarnation, mais le rôle de mère que j'ai peut-être joué dans d'autres incarnations. Alors tu vois, là, je pars dans des considérations Ouais. peut-être un peu plus, entre guillemets «ésotériques», mais
si j'ai cette croyance, en tout cas moi je l'ai, et Oui, cette certitude qu'on a d'autres vies, qu'on a vécu d'autres vies. Je peux avoir vécu des choses compliquées en tant que mère ou en tant qu'enfant. C'est vraiment un gros nœud, et ça, du coup, c'est nécessaire d'aller le revisiter dans ces lignées de femmes, parce que je peux avoir hérité de problématiques qui viennent des femmes de mes lignées. Alors c'est pas forcément ma mère directement, ça peut être les générations qui précèdent ma mère, et voire du côté paternel également, donc oui, autour de l'enfantement justement, des fausses couches, des avortements. Il faut pas oublier qu'il y a quelques siècles, enfin même pas quelques siècles, il y a non, même nos ouais, grands-mères, je dirais, ouais, elles c'est n'avaient ça, pas de moyens de contraception, et cetera. Il s'est passé des choses dramatiques autour ouais. de l'enfantement pour les femmes, et des viols aussi. Enfin bref, ce sont des histoires qui font partie de beaucoup de malheureusement, hein, de lignées, et nous, Puis de secrets de et famille les surtout, secrets de on le famille. sait pas forcément, ouais. Mmh. Exactement, et en fait, quand on développe une endométriose, on revient avec cette histoire d'âme qui nous demande d'aller nettoyer, de nous libérer de ça, donc de ces histoires de nos lignées, puis aussi peut-être de ce que l'on a vécu, dans d'autres vies. Donc il y a cette thématique vraiment autour du de la mère et de l'enfant, et on revient avec des croyances très fortes que être enfant, c'est dangereux. On n'est pas protégé par les adultes, on n'est pas écouté. Je le vois chez toutes les femmes qui souffrent d'endo, il y a toujours cette thématique de la mère qui est problématique, mais de l'enfant. D'où la nécessité d'aller guérir son propre enfant intérieur, et puis d'aller remonter parfois dans des expériences, qui dépassent, notre vie actuelle. Mais notre vie actuelle fait toujours remonter des émotions de toute façon, même si elles sont plus anciennes. Donc il y a vraiment tous ces sujets-là, si tu veux, c'est vraiment multifactoriel, à aller creuser, donc autour de l'enfant intérieur, de la maternité, des traumas divers et variés. Hem Et puis, par rapport à la maternité, ce qu'il est important quand même de relever, c'est que quand on n'arrive pas à avoir un enfant, en particulier quand on souffre d'endométriose, et ça, c'est difficile à entendre, mais je vais le dire, c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas d'enfant, hein. Moi, je l'ai entendu de la part d'un de mes thérapeutes, voilà, dans ma vie passée là, quand il m'a dit ça, j'ai reçu comme une claque, et je me suis dit: «Bon, je fais quoi? Je quitte son cabinet ou je reste?» Et j'ai décidé de rester, tu vois? Et j'ai bien fait. Parce que c'est une réalité, et je sais que c'est ô combien difficile à entendre quand on a l'impression, que de tout son être, ça vibre très fort: «Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant». Mais en réalité, ce qui se passe, c'est en nous, il y a des conflits internes. Il y a une partie de nous qui est effectivement a très envie d'enfant, parfois de manière obsessionnelle, et j'y reviendrai. Et puis il y a une part de nous qui en fait a tellement peur, mais ça vient, c'est très inconscient, hein, ça vient justement de traumas familiaux, personnels, à aller creuser sur un plan inconscient, qui font que le corps trouve une stratégie pour m'éviter cette grosse catastrophe, c'est-à-dire avoir un enfant. Ouais, Hein, je te donne un exemple, d'une personne, que j'accompagnais, qui est pour un désir d'enfant, et bon, on travaille sur son histoire familiale, et cetera. On libère des choses. Elle a elle-même vécu, des abus, enfant, mais c'était réglé, enfin, si tu veux, elle avait déjà beaucoup travaillé dessus. On retravaille dessus, ça permet un bon nettoyage, et puis on continue notre travail, mais bon, je croyais que ça s'était libéré, et puis, elle était prête à aller faire, une FIV et tout ça. Puis quelques jours avant, elle me dit: «Écoute, j'ai eu un rêve quelques jours avant notre séance, et il y a des choses qui sont remontées, il faut que je t'en parle». Et puis, OK. Et elle me dit: «Écoute, dans ce rêve», et souvent c'est ce qui se passe, hein, au moment des séances, il y a des rêves qui ouais. apparaissent, et les femmes, il y a des choses bizarres qui se passent, des informations qui remontent, et elle me dit: «Écoute, j'ai rêvé en fait que, j'étais terrorisée à l'idée d'avoir un enfant, parce que, il risquait de vivre, la même chose que moi». En gros, hein, je te le fais court, hein, je te Oui, raconte pas oui, tout oui. son rêve. Mais en gros, c'était ça qui ressortait. Donc en fait, la peur, dans son cas, que son enfant, qu'elle puisse pas protéger son enfant d'un Ouais, abus, en l'occurrence, c'était pas dans la famille qu'elle l'a vécu. Donc effectivement, en tant que parent, on peut pas protéger son enfant, on peut pas être sûr de tout, hein, ouais, il a son propre malheureusement. chemin. Mmh. Donc il y avait une peur intestine en elle, et on a Ouais, travaillé là-dessus, sur cette peur viscérale, mais qui est revenue des mois après le début de notre travail, où elle me disait: «Non, non, non, j'ai très envie d'avoir un enfant, blablabla, blablabla». Et en fait, c'est ressorti, et Dieu merci, hein, que son inconscient a fait remonter ça, ça a permis de le libérer. Donc ça a pu vraiment, déclencher quelque chose de différent. Mais voilà, tu vois, c'est des fois ces peurs d'avoir un enfant, elles sont très, très, très cachées, très secrètes, et elles viennent
d'endroits en nous qui sont inexplorables avec la tête uniquement, avec le mental, hein. Mmh. Donc ça, c'est vraiment des gros nœuds et je te dirais quand même, parce que c'est important de le dire, que l'endométriose ne génère pas forcément des problèmes d'infertilité. Il y a beaucoup de Non. femmes qui ont de l'endo et surtout des femmes jeunes, moins de 30 ans, qui ont aucun problème à avoir un enfant. Par contre, moi j'ai pas mal de patientes qui viennent après une grossesse et qui ont une endométriose très sévère, hein. Ah oui, Ça, faut le savoir. Ça, c'est ce que nous dit d'accord. pas la médecine. Parfois, les médecins disent: «Bah, tombe enceinte, ça va être ton en gros, ta Ouais, ouais, guérison», ouais. voilà. Mais c'est pas du tout le Ouais, ouais. cas. La plupart des femmes, au contraire, elles développent une endométriose plus sévère après la grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à nouveau, si on n'a pas nettoyé les causes vont rester. Et il y a notamment là aussi la notion de femme sacrificielle à aller explorer. Bref, il y a beaucoup de ces dimensions-là, hein, de mère sacrifiée, sacrificielle et souvent on a eu nous-mêmes une mère sacrificielle. Ça peut arriver chez bon nombre d'entre nous. On a nous-mêmes, du coup, intégré ce modèle-là. Donc il y a des femmes qui, même si elles ont un enfant, elles ont pas fait ce processus-là et donc la maladie va te crier encore plus fort parce qu'une C'est fois que tu as ça. ton enfant dans les bras, si tu veux, ton enfant va te réactiver quand on bah, ça, c'est Ouais, pas que propre aux ça femmes ouais, pour ça l'endo, hein. Il ouais, réactive forcément nos blessures ouais. ou nos propres vécus de petits bébés, d'enfants et donc la femme se trouve confrontée, en plus avec la fatigue et tout ce qu'il y a à faire, s'occuper d'un petit être, à sa propre histoire et donc là, parfois, ben, on commence le travail et c'est pas forcément facile. Donc je dirais aux femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant avec de l'endométriose, je sais que c'est difficile, je comprends la souffrance, mais d'une certaine manière, en voyant ce que je vois au quotidien avec les femmes, je dirais que c'est presque plutôt une chance de souffrir avant, en fait, avant d'avoir Mmh. un enfant. Parce qu'après, souvent ça mène à des conflits et puis il y a des femmes qui ont un enfant, qui tombent enceintes et j'ai eu des patientes comme ça. On était au tout début du processus, puis elles sont tombées enceintes très facilement, mais on n'avait pas encore fait beaucoup de chemin et en fait, elles ont très mal vécu leur grossesse. Parce que c'est pas parce que je veux un enfant dans la tête ou dans mon corps que je suis vraiment prête, au niveau Mmh. de l'âme, tu vois? Ça, c'est Vu sûr. qu'on revient, nous, avec des histoires complexes autour de l'enfantement et bon, personnellement, pour moi, ma grossesse, ça a été le plus beau moment, je pense, le moment le plus harmonieux de ma vie, où j'étais le plus en forme. J'ai dansé quasiment jusqu'au 9e mois, enfin, j'étais super en forme. Ça peut arriver, mais c'est vrai que certaines femmes sont très mal ou aussi émotionnellement, et en Mmh. fait, il y a une forme de culpabilité vu que cet enfant, il était Bien tellement sûr. désiré et en plus, tu Mmh. te dis: «Je souffre d'une maladie dont on me dit que ça va être très dur d'avoir un enfant, donc je devrais me considérer comme chanceuse». En plus. Voilà, tu vois? Et donc c'est un peu Ouais. la honte, tu vois? J'ose pas me plaindre, j'ose pas dire qu'en fait mais non, en fait, je suis chamboulée face à cette grossesse et ça fait remonter des choses de ma vie in utero, dans le ventre de ma propre mère, enfin, ça peut faire monter des choses violentes. Donc souvent, les femmes que j'ai accompagnées avant qu'elles tombent enceintes, au moment où elles tombent enceintes, je continue de les accompagner pendant la grossesse. Parce que Ouais. si tu veux, il y a comme des thématiques, hein, ce que tu disais, cette symbolique qui remonte des difficultés, inconscientes, qui remontent autour de leur petite enfance, de la relation père-mère, et Oui cetera. et puis de toute façon la grossesse, pour n'importe quelle femme, hem, nettoie en fait, fait remonter Oui, des choses. C'est oui, très, c'est un passage un peu initiatique où oui, on fait face à beaucoup de choses quoi c'est ça. c'est sûr que, c'est ce que je dis souvent et c'est difficile à entendre la plupart du temps, mais c'est vrai que quand on a soit cette maladie chronique, soit cette hypofertilité qui prend du temps, Mmh. heu, j'aime vraiment, amener, les femmes à se dire à réfléchir ça d'une autre manière et à se dire que c'est plus un cadeau, Mmh. parce qu'on nous donne le temps Oui. d'analyser tout ça, d'analyser le pourquoi, parce Mmh. qu'encore une fois, le corps est très intelligent, il ne fait pas ça contre nous, C'est mais ça. il nous envoie un message qu'on n'a pas entendu plus tôt, en gros, ou en tout cas qu'on n'était pas prête à entendre plus tôt et ce message, comme tu disais, si on l'entend pas maintenant, peut-être qu'on aura Mmh. cet enfant, mais je suis convaincue que ce sera pire après, Mmh. parce qu'on a moins de temps, parce qu'en plus, comme tu dis, on culpabilise, enfin ça Mmh. ça se mêle avec plein d'autres choses, donc c'est vrai que quand on a cette maladie ou cette attente, c'est vraiment un cadeau pour se refocaliser sur soi et écouter en fait. Se C'est mettre à ça. l'écoute de soi et se dire: «Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça?» hem et il y a toujours des choses à nettoyer et encore une fois, ce qui est très important de dire aussi, c'est que on transmet.
La preuve, puisque comme tu Oui, disais, nous, notre maladie, et cetera, c'est très souvent dans notre lignée de mmh, femmes, c'est transgénérationnel, parfois karmique, et cetera. Donc on transmet des choses à oui. notre enfant. Donc tout ce qu'on nettoie avant, c'est ce que notre enfant n'aura pas à nettoyer après, en gros. Exactement. Je pense vraiment aujourd'hui, en plus en étant mère, que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, vraiment le plus beau cadeau, c'est de s'être libéré, de nos propres poids pour pas les lui C'est ça, transmettre. Parce que c'est ce que je dis aux femmes qui viennent avec ce «désir» entre guillemets «obsessionnel» d'enfant. Je leur dis: «Mais, heu, est-ce que tu as vraiment envie que ton enfant porte tout ce que tu as vécu? Est-ce que vraiment tu souhaites qu'il soit ce bébé sur les épaules duquel reposent toutes tes attentes? c'est Est-ce que ça, vraiment imagine que tu sois prête à venir sur terre. Est-ce que tu as pas juste envie d'être aimée pour ce que tu es et non pas parce que tu vas combler quelque chose ou parce que c'est tu es ça. l'objectif unique dans la vie de ta mère ou de tes parents?» Enfin, c'est lourd Ouais, à porter pour un enfant et ouais. effectivement, ça se transmet. Alors la maladie en tant que telle, moi je suis Non, ouais. pas forcément parce que des fois c'est des d'autres problèmes gynéco, mais Non, non, effectivement au pas la niveau de la maladie. symbolique, au niveau des causes qui ont ça se transmet. Donc plus je Oui, vais et ça se matérialisera d'une c'est autre ça. manière chez lui, en fait. Exactement. Donc, au point de vue de l'énergie, rien ne se perd en fait. Tout se C'est ça. transmet. Donc effectivement, tout le processus aussi, que je fais beaucoup avec les femmes qui viennent avec un désir d'enfant, c'est que je vais travailler quand même sur les causes de l'endométriose. Je vais pas me précipiter sur ce désir d'enfant, hein, et parce que parfois on est impatiente, mais l'impatience nous fait perdre du temps, paradoxalement. En fait, Oui, c'est: c'est vrai. est-ce que tu es prête à t'accorder quelques mois, combien de temps, juste pour toi, pour justement t'enfanter toi et aller nettoyer ce que toi tu as nettoyé. Et on va donc défocaliser. C'est ce que tu dis, on va faire de cette aventure, peut-être de cette attente, non plus une attente uniquement, mais une occasion, une opportunité d'aller guérir de choses qui sont c'est guéri pour la vie et même pas pour cette incarnation. C'est ça. Ton âme est guérie à tout jamais, si tu veux. Donc tu te libères de choses au-delà du fait juste d'avoir un enfant ou pas. Donc c'est tellement vaste et tu guéris les lignées suivantes avec ça et les lignées d'avant. Et en plus, tu contribues à la guérison des femmes de la terre. Donc c'est vraiment Oui, d'une c'est richesse en fait d'aller mmh. s'occuper de soi. Mais je sais, hein, je comprends la souffrance et j'aimerais insister quand même sur le fait que les femmes qui viennent à moi, en tout cas, après, de nouveau, c'est pas du 100%, mais j'en côtoie quand même beaucoup. Celles qui viennent avec ce désir d'enfant, ce désir que j'appelle obsessionnel, hein, il y a que ça depuis un certain nombre d'années, parfois des tentatives inespérées et multiples de FIV, etc. Souvent, elles me disent, mais j'ai toujours su que je voulais avoir un enfant. Pour moi, c'est inné, c'est ma C'est vie, c'est ma vie, viscéral, ouais, c'est viscéral, c'est le sens de ma vie. Ben moi, la première chose que je leur dis: «Mais non, ça, c'est la pathologie en toi qui parle». Alors ça fait mmh. bizarre, c'est peut-être une claque, mais c'est le cas et d'ailleurs, je me rends compte, hein, par rapport à ma propre vie que c'était le cas. Moi, j'ai joué aux poupées Ouais. jusqu'à l'âge de 15 ans, hein. Je Ah voulais oui. être nurse, je m'intéressais pas aux Barbie, moi, je m'intéressais aux petits bébés, tu vois? Ouais. Il y avait que Ouais. les bébés qui comptaient pour moi. Donc si tu veux, j'étais le prototype de la bonne maman, tu vois? Ouais. Et Mmh. toutes les femmes qui souffrent d'endo me disent ça: «Mais j'aimais tellement les bébés, les enfants et Mmh. puis ci et puis ça». Et en fait, ça fait partie du problème parce qu'il y a une forme de focalisation qui vient d'ailleurs. En fait, c'est comme si c'était notre enfant, notre bébé intérieur C'est ça. qui appelle à l'aide et animant des cercles de femmes quand même depuis un certain temps, quand on vient sur cette thématique ou quand on vient à parler des rêves d'adolescence, c'est très intéressant. J'ai des femmes qui souffrent d'endo et des femmes qui souffrent pas d'endo et les femmes qui souffrent d'endo, il y a toujours la combinaison de: «J'aurais voulu avoir une famille, des enfants» et cetera. Elles arrivent à 40 ans dans le cercle, elles ont pas d'enfants. Puis tu en as d'autres qui ont 2, 3, 4 enfants, qui ont pas d'endo, puis elles te disent: «Moi, je voulais être libre, je voulais voyager, je voulais ci, je voulais ça». Elles sont focalisées sur elles. Donc c'est quand même étonnant, hein. Plus on est centré sur ce besoin, comme si l'enfant allait résoudre quelque chose dans notre vie, mais en réalité, ce que recherche notre âme, c'est la résolution de quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand on a le nez dans le guidon, hein, comme je l'ai eu, hein, c'est très difficile à entendre. «Mais c'est pas possible, écoute-moi, non mais regarde, moi je ça de tous mes pores sort l'envie d'enfant». Mais non, Mmh. je t'assure que non. Enfin, je nuance. Oui, non, Ça mais veut oui. pas dire que j'ai pas une envie profonde d'enfant et que je n'en aurais Oui, oui, pas. bien sûr. Mais, cette envie obsessionnelle, elle Ouais, parle de quelque chose et parfois ces c'est ça. tentatives obsessionnelles. Donc toute Oui, une partie aussi de la démarche, en tout cas que je propose moi, hein, et toi aussi je pense, consiste à vraiment oui. à défocaliser, à aller vraiment, s'écouter, à prendre ce temps
Et c'est très intéressant parce que souvent, quelques semaines, quelques mois après le début de l'accompagnement, on parle même plus du projet Ouais, d'enfant. Alors parfois, soit la femme elle tombe enceinte et puis c'est plus le sujet, tu vois? Ça vient tout seul: «Ah bah tiens, je suis enceinte». Soit en fait, moi je sans insister, hein, moi j'ai toujours ce focus bien entendu, c'est pas que j'ai oublié ce désir de la femme, mais je la fais travailler sur d'autres choses, lui fais la faire reconnecter à sa créativité, à sa joie et cetera. Et puis automatiquement, c'est la femme qui va dévier. Alors elle garde dans son cœur cette envie bien entendu, bien sûr. mais elle va dévier son centre d'attention. Là, c'est qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent parce que tout à coup la femme, mais waouh, il y a comme, si tu veux, quelque chose, mais de juste de merveilleux qui se passe. Je vois des êtres, vraiment s'illuminer dans le Ouais, c'est sens, comme un alignement, en c'est fait, qui ça. se fait, ouais. C'est ça, et je devais te partager maintenant une histoire que je trouve très touchante d'une femme que j'ai eue dernièrement et qui souffrait pas d'endométriose à proprement parler, mais c'est une autre pathologie de l'utérus qui l'empêchait d'avoir un enfant. Et elle est venue, donc elle m'a découverte via ma chaîne YouTube, bien qu'elle n'ait pas d'endométriose, mais ça lui a parlé, ma façon de travailler, et on a travaillé sur son histoire. Elle a vécu, bon, elle a perdu sa mère dans des circonstances très pénibles quand elle était petite fille. Bref, il y a eu toute une histoire, toute une énergie de mort, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important en parlant de symbolique, l'énergie de mort, qui est dans la lignée, dans les utérus des femmes, bref, à aller nettoyer. Et donc on a fait tout un travail, et ça faisait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant, et puis c'était un peu le dernier essai, si tu veux, proche des 42, je sais plus, je crois qu'en France, je sais plus à quel âge vous avez C'est 43 voilà, max, bah, ouais. justement, elle approchait vraiment, tu sais, de l'âge où pour la FIV, on l'autorisait. Ouais, Donc on a fait tout ce travail, mais vraiment profond, 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 et on y allait, et ça faisait des allers-retours, et puis peu à peu, elle se détachait en fait de ce désir absolu d'enfant. Tu vois? Peu à peu, mmh, elle se disait: «Mais voilà, je suis de mieux en mieux dans ma vie. OK, j'ai des projets». Et puis elle a fait dernièrement son dernière tentative, elle avait un ovocyte, enfin un un embryon, embryon pardon, congelé. Mmh, congelé. Donc bah, elle est allée jusqu'au bout du processus. Donc je ouais, me suis dit: «Bah, c'est bien, hein, il faut le faire évidemment». Donc elle l'a fait et ça n'a pas marché. mmh, Mais en fait, cette fille, on en a parlé ensuite, elle m'a dit: «Mais tu sais, je te remercie tellement, c'est comme si c'était une renaissance pour moi que ça n'ait pas marché». C'est que c'est d'accord. paradoxal, hein, ce que j'explique, c'est subtil, hein. Ouais, En fait, c'est comme si elle avait bouclé la boucle avec ouais, toute elle une avait forme, besoin de fermer une voilà, certaine elle avait besoin de fermer cette boucle un peu d'acharnement, pour elle, dans son histoire, cette dernière FIV, c'était comme si c'était: «OK, maintenant j'arrête de me ouais, focaliser là-dessus». Et il y a eu comme un soulagement intérieur, si tu veux, parce qu'elle est allée au bout, et mmh, intérieurement, elle a fait un tel chemin, enfin, j'honore vraiment son chemin, je suis admirative, et elle a résolu tellement de souffrances en elle, mmh, qu'aujourd'hui, elle est tellement bien que moi, ouais, je sens que ça peut venir naturellement. ouais, Mais ça, voilà, c'est son histoire, ça bien viendra sûr. quand ça viendra, et même si ça vient pas, je te dirais, on l'a préparée à la maternité d'une autre façon, parce qu'il y a plein Ouais, de façons de devenir mère avec un grand M, hein, et c'est pas juste le fait d'enfanter biologiquement qui fait de nous une mère, de loin pas. Donc, tu vois, c'est tout ça pour dire que même dans, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'échec de l'extérieur, on a eu la réussite. Parce que j'ai senti vraiment sa présence, son âme et sa c'est ça. vivance, à tel point qu'elle m'en envoie plein de monde, tu vois? Pour te dire. Alors qu'en fait, elle a pas elle pour sur ce coup-là, si tu veux, elle a pas eu son Oui, enfant. l'objectif de départ, oui, Voilà. c'était Mais finalement, elle a obtenu bien plus que ça, ouais, c'est ça. et bien entendu que je lui aurais souhaité que ça marche et tout, mais c'était pas son chemin à elle, et ça va être autrement, hein. Oui, Si ça doit être, et si ça l'est pas, ça l'est pas. Donc, mmh, tout ça pour dire que, justement, ce chemin, au travers de cette symbolique, au travers de ce que l'on a vécu, c'est tellement puissant, enfin moi je le recommande à chacune, quel que soit son chemin, parce que c'est pas du temps perdu, c'est pas de l'argent perdu, c'est vraiment, enfin toi tu l'as vécu, tu peux aussi en oui, parler, mais enfin mmh. pour moi, hein, quoi que je vive, peu importe ce que j'allais vivre, si tu veux, j'étais en paix, et j'étais C'est ça. C'est ça, c'est que c'est un chemin, vers l'acceptation, déjà de la situation, de prendre aussi, d'avoir de prendre de la hauteur, en fait, sur tout ça et de défocaliser pour, remettre
au centre ce qui est vraiment important. Mmh. Et c'est-à-dire que ce qui est vraiment important, ce qu'on cherche en fait, ce que je disais, pendant très longtemps, ce besoin, c'était même plus j'avais envie d'avoir un enfant, c'était un besoin Mmh mh. viscéral. C'est devenu vraiment, comme tu dis, obsessionnel, mais c'était quand tu dis: «Tu as besoin d'un enfant», déjà dans la phrase, tu entends Mmh qu'il mh. y a il y a il Mmh. y a quelque chose qui va pas. Hem et du coup, de comprendre qu'en fait, déjà, justement, quand tu dis: «J'ai besoin d'un enfant», de prendre conscience, c'est compliqué, hein, Mmh. et je comprends que ça demande un cheminement parce que même si tu voilà, certaines femmes qui vont écouter ce podcast, voilà, ça va être, un petit peu peut-être, j'allais dire, Confrontant. confrontant, Ouais, voilà. ouais. Peut-être qu'elles seront pas prêtes, mais ça plantera une graine. Oui. C'est juste que moi, j'ai vraiment pris conscience quand je me suis entendue dire que j'avais besoin d'un enfant, que c'était ni bon pour moi, ni bon pour mon couple, Mmh. ni bon pour cet enfant, en fait. Mmh mh. C'est bon pour personne, en fait, Mmh dans mh. l'histoire. Et c'est vrai que ce travail, de défocalisation et de prendre de la hauteur et du recul sur tout ça, hem, j'ai vraiment compris que j'avais envie d'un enfant parce que j'avais l'impression que ça me rendait heureuse. Ouais. Donc mon objectif final, c'était d'être heureuse. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis: «OK, donc tout ce que je recherche dans ma vie là, c'est de me sentir bien, sereine, apaisée et heureuse». Mmh. Et en fait, ne pas chercher à comprendre de quelle manière on sera heureuse et épanouie, faire confiance à la vie aussi, de ce Mmh. qu'elle peut nous apporter parce qu'en fait, il y a tellement plus de possibilités qu'on ne pense. Mais oui. C'est que et en plus, vraiment, je le dis souvent et c'est pareil, c'est quelque chose peut-être de compliqué à entendre, mais quand on a l'impression qu'un enfant est la condition à notre bonheur, pour moi, il y a très grandes chances, mais plutôt très grands risques malheureusement, Mmh. que ce ne soit pas le cas. Oui. Parce que comme tu dis, en fait, la maternité, c'est quelque chose de très compliqué, hem même si on a vécu des parcours hyper difficiles, même si Mmh. on le veut du plus profond de notre cœur et qu'on est prête et cetera, c'est compliqué, Mmh la mh. maternité. Mmh. Et si on a idéalisé à ce point et si on a attendu à ce point ce bonheur extrême et qu'on s'en est fait une vision assez Mmh. précise, il y a de très très grandes chances qu'elle ne corresponde pas, que la réalité corresponde pas à notre idéalisation C'est ça. à notre idéal et surtout après, beh, on culpabilise parce qu'on s'autorise pas, en fait, à mal vivre le postpartum parce que C'est ça peut ça. être compliqué le postpartum, Oui. à mal vivre, voilà, la les difficultés de l'éducation d'un Mmh. enfant, la responsabilité que ça implique Mmh mh. et c'est vrai que si on a défocalisé, qu'on a pris ce recul avant même d'avoir un enfant, je pense qu'encore une fois, c'est un cadeau pour nous-mêmes, pour l'enfant, pour notre couple, pour tout le monde, en fait, hem et ça optimise quand même l'après, vraiment. Oui. Ça veut pas dire qu'on évite tout, ça veut pas Non, dire que notre enfant, il sera, non. un petit ange, il vivra sa vie comme il doit la vivre, mais en fait, ça nous aide aussi à prendre vachement de recul sur chaque situation, d'accepter ce qui est, en fait. Oui. Et c'est vrai que ce chemin d'acceptation, il est pas simple, ça prend du temps, encore une fois, c'est accepter que c'est pas en un rendez-vous, en un claquement de doigts et en plus, ce qui est complexe, c'est que souvent tu l'as compris avec ta tête et que ça revient et que ça Oui, revient. Je dis: oui. «Mais je l'ai compris, je le dis, je l'exprime, je l'ai Ça compris». Non, au mais fond de oui. toi, cellulairement parlant, Ouais. c'est pas intégré parce Non. que ça prend du temps, parce que Mmh. c'est quelque chose qui est en nous et comme tu dis, la maladie ou même voilà, sans parler d'endométriose, quand tu es en infertilité inexpliquée et Mmh. cetera, c'est c'est quelque chose qui est en nous, c'est un message et l'infertilité inexpliquée, elle est inexpliquée par les médecins, par les connaissances actuelles. Oui. Heu, mais il y a quelque chose de plus profond, il y a des choses à creuser en fait derrière tout ça. Bien sûr et c'est très très, très juste ce que tu dis, en fait, c'est de s'imaginer que notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur est illusoire, de toute façon, que ce soit un enfant ou autre C'est chose ça. et c'est pour ça d'ailleurs que je définis toujours les objectifs, avec, les femmes que j'accompagne au début et pour moi Mmh, l'objectif doit être beaucoup plus vaste. C'est mon épanouissement, c'est mon bien-être, c'est le bonheur, en fait, c'est ce qu'on cherche tous et toutes. c'est ça. Après les moyens pour y arriver, ils sont divers selon nos vies, selon ce qu'on a à vivre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte, évidemment, du mieux qu'on peut, pour aller vers quelque chose qui nous est très important pour nous, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste non plus. Bien Mais sûr. au bout d'un moment, c'est vraiment cet équilibre. C'est vraiment, ouais, un travail d'équilibriste et comme tu dis, c'est un chemin, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. De se Mmh. dire: «Ben, voilà,
j'accueille ce que la vie me propose. Au bout d'un moment, j'ai plus trop le choix, tu vois? Et moi, j'ai vécu la même chose que toi, hein. Il y a eu des périodes, mais bon, j'étais encore dans des relations non engagées, tout ça, et je voyais le simple fait de voir une poussette me faisait pleurer. Ouais. Je dis: «Il y a un Mmh. problème quand même», tu vois? Et le moment où tout à coup j'ai pu de nouveau avoir de la joie et du plaisir à jouer avec les enfants de mes amis, je me suis dit: «Bon, bah, c'est déjà bien». Et puis C'est à un ça. moment donné, j'étais en fait en joie, heu, de voir des bébés, en fait, dans la rue et cetera. Et je disais: «Ça, c'est très bon signe», tu vois? C'est très Oui, bon c'est signe. vrai. C'est-à-dire que je me réjouis pour les autres, je me réjouis de cette vie parce que finalement, pourquoi est-ce que ce devrait être le mien aussi uniquement? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce qu'il y a pas, C'est ça. tu vois, qu'est-ce que ça dit de cette volonté, d'avoir le mien, pourquoi le mien? Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce processus qui peut prendre du temps, c'est d'aller s'interroger sur nos valeurs et pourquoi est-ce que je veux un enfant? Et ça, je le demande aussi aux femmes toujours, et moi, Oui, j'ai fait ce processus et oui, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et moi, je me suis rendu compte que j'avais 2 valeurs fondamentales là derrière, 2 envies, c'était la transmission et l'amour. Donc j'avais besoin de ce partage d'amour, envie de ce partage d'amour et de transmission. Et du oui, coup, je me suis rendu compte que si je n'avais pas d'enfant, c'était ces valeurs-là qui étaient importantes à mon bonheur. C'est-à-dire ouais. que je devais les combler. Donc la transmission, je l'ai via mon travail, l'amour aussi en partie, mais je sentais que j'ai compris pourquoi l'enfantement était important pour moi. C'était pas juste pour faire une petite prolongation de mon couple ou de moi. Tu vois, une fois que j'ai sorti de ces envies égotiques, parce que souvent il y a une part égotique aussi, hein, Bien sûr. chez Oui, tout le tout le monde, monde, hein, de toute c'est façon en normal. partie Oui, oui, toujours, mais en grande partie, une fois que tu es sorti de là, pourquoi réellement? Qu'est-ce que je veux réellement vivre avec cet c'est enfant? ça. Et du coup, Mmh. si je sais ce que je veux vivre, ça veut dire que si je n'ai pas cet enfant, biologique, ben, peut-être qu'il y a d'autres Mmh. façons déjà d'avoir un enfant, hein. Oui, Premièrement, l'adoption ou don d'ovocytes, je ne sais pas. Et puis si c'est pas de cette manière-là, je vais le vivre autrement. Et moi, je m'étais déjà, mis en tête d'autres projets, tu vois? Je savais ouais. que l'enfant, c'était important pour moi. Donc je me suis dit: «Ben, moi, j'irai faire du bénévolat dans les hôpitaux ou je partirai dans des orphelinats pendant Mmh. mes vacances ou je sais pas. Tu vois, j'avais déjà développé des projets pour combler à quelque part cette envie profonde, hein, si ça se manifestait pas sous la forme d'un enfant biologique. Et ça fait C'est ça et ça permet de, encore une fois, on n'est pas en train de dire de mettre de côté et non, d'oublier ce projet. C'est absolument juste pas. que tant qu'il n'est pas là, c'est vous avez les moyens de ressentir ce besoin de maternité et d'assouvir, en fait, ce que vous voulez transmettre via la maternité d'une autre manière. Voilà, En attendant de pouvoir le faire avec votre enfant, d'une manière ou d'une autre. c'est ça, Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais oui. c'est vraiment de dès le plus tôt possible au final de comprendre ce qu'on a envie de transmettre en étant mère, en tout cas via la maternité, et de le mettre dès maintenant dans notre vie, en fait. C'est ça, parce qu'en réalité, c'est dans ce sens que ça se passe. D'abord, je Mmh. suis heureuse, ensuite, j'amène les éléments, les ingrédients à mon bonheur. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre. Moi, quand je l'entendais, je me disais: «Mais comment faire? Comment avoir la foi?» Il faut avoir la foi, c'est pas j'ai des preuves et ensuite j'ai la foi et ensuite j'ai des preuves. Ouais. Et c'est comme ça que Mmh. ça marche, en fait. Mais c'est vrai que quand on le vit, je suis bien placée pour le savoir, on se dit: «Mais attends, c'est pas possible, il me faut des preuves d'abord, il me faut des C'est preuves». ça. Mais non, d'abord, je vis les choses et je crois que je te l'avais dit une fois. Oui. Déjà Mélanie, c'est une amie m'a dit quelque temps avant que je tombe enceinte, elle m'a dit: «Mais ce serait important que tu te sentes enceinte de vie, que tes C'est cellules ce que pétillent j'allais de te vie». dire, Voilà. oui. Et en Mmh. fait, je disais: «Mais écoute, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais été enceinte?» Et en fait, je me suis mise à méditer, et à aller reconnecter ça et à reconnecter, voilà, des mémoires parce que j'arrive à le faire pour moi et comprendre ce que ça veut dire de pétiller de vie, Ouais. d'être enceinte de vie. Parce que je peux être enceinte physiquement et être remplie de mort, hein. C'est pas parce que je tombe enceinte que je suis dans l'énergie de la maternité, de la joie, de Ouais. le vivre. Mmh. Par contre, si je me prépare à être enceinte, dans le sens où je suis déjà enceinte de vie, moi, pour moi, rien que pour moi et du coup pour mon environnement, eh bien, plus facilement, peut-être, je vais pouvoir ouvrir mon corps, quelle que soit la difficulté que j'ai, hein, peut-être à différents, peut-être soit une Mmh. PMA, soit autre chose, ou Oui. différents outils. Justement, peut-être toi, tu accompagnes les femmes aussi avec des outils, ben, je sais pas, peut-être plus des plantes, des choses comme ça. Oui. Plus tout cela va pouvoir être bénéfique parce que je me suis vraiment ouverte aussi sur un plan énergétique à être enceinte de vie, à pétiller de vie. Et ça rejoint ce que tu disais, Mélanie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Qu'est-ce que je suis mon focus C'est en fait. remettre de la vie dans notre vie, en C'est fait. ça, Parce que c'est vrai que ce désir d'enfant, comme tu dis, en fait, ça met plus ou moins tout en pause. Tu as l'impression que ouais. tout est au ralenti autour de toi et que c'est vrai que tout est gris, tout est terne et qu'en fait, tout paraît triste, quoi. Mmh Et mh. c'est vraiment
et c'est pas facile, hein, clairement, Mmh. ça demande encore une fois du temps, c'est pas du jour au lendemain qu'on Mmh. décide, c'est pas en enfin, c'est en le choisissant, Mmh mh. mais c'est pas tu le décides et puis tu l'es. Ouais. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus long, c'est un travail interne et c'est pas un jour tu te réveilles et puis oups, ça va tout va bien et puis finalement tu vis super bien l'attente. C'est vraiment petit à petit, choisir de se remettre, au centre de notre vie et remettre de la joie et de la vie petit à petit et c'est vrai que ça me fait penser que moi, quand j'étais dans ce processus-là, j'avais l'impression de trahir quelque chose, tu vois? De trahir ce projet d'enfant, Ouais. comme si j'avais pas le droit d'être heureuse, tant qu'il était pas là parce que voilà, ça faisait tellement d'années que j'étais malheureuse du fait de ne pas avoir d'enfant. Bah, tout d'un coup d'être heureuse, je me dis: «Mais c'est terrible quoi, c'est comme si quelqu'un, ouais, était mort, que tu avais pas le droit de te Mmh réjouir mh. quoi» Mmh mh. et c'est vrai que c'est compliqué à entendre, je le comprends puisque je l'ai Mmh. vécu, mais voilà, petit à petit, remettre de la joie. En fait, faire quelque chose qui vous fait du bien tous les jours et comme tu dis, quand souvent aussi, dans ces parcours, il y a beaucoup de reconversions professionnelles Mmh. parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience que je suis pas à ma place, je suis pas bien dans ma vie. En fait, ça me rend pas heureuse, quoi Ouais. et rien que de commencer par ça, c'est le début d'un chemin aussi qui où on lâche, en fait, où on trouve du plaisir dans notre vie avant d'avoir, cet enfant désiré et cetera, de pouvoir transmettre, Mmh mh. ce qu'on a envie de transmettre. C'est vraiment remettre de la joie sur tous les plans et encore une fois, si vous êtes aligné sur tous les plans, si on trouve du plaisir dans tous les plans de votre vie, c'est aussi ça le meilleur exemple que vous pouvez donner à votre enfant. C'est ça. C'est d'être une mère heureuse, d'être une mère bien dans sa vie, qui fait des choix alignés et c'est ce que vous souhaitez pour votre enfant. Donc souhaitez-le vous pour vous en premier en fait. Mais c'est ça en fait, un enfant, il a besoin d'une maman heureuse, hein, enfin il Mmh. a besoin. En tout cas, je pense que c'est un très beau cadeau, des parents heureux tout simplement, des Oui. parents Mmh. évidemment avec des hauts et des bas, hein, on n'est pas en Bien train de sûr. viser une Mmh. perfection, mais en tout cas des êtres qui prennent soin d'eux parce que quel est le meilleur exemple qu'on peut donner à quelqu'un d'apprendre à prendre soin de soi au mieux? C'est ça. C'est vraiment, je d'abo en fait, on éduque par l'exemple, hein, on n'éduque pas par les Oui, mots, on éduque beaucoup par l'exemple, donc par ce qu'on vibre, par ce qu'on est et il y a aussi la vie de couple en fait quand même que, j'aimerais oui, souligner ça. Au-delà de l'enfant, ça peut aussi casser les couples, hein. oui. Faire très attention parce qu'il y a ce focus aussi de revivre sa vie de couple, sa sexualité, au-delà de juste, j'ai envie de tomber enceinte parce que ça peut aussi Ouais, bloquer les hommes, ça bien sûr. et quand l'enfant va arriver, il faut pas croire que ça va faciliter la vie de couple, hein, parce qu'il y a un enfant, Mmh. il y a un être en plus, de la responsabilité en plus, donc un défi, des joies en plus, mais aussi des défis en Ouais. plus. Donc Mmh. c'est important aussi d'honorer, d'avoir de la gratitude si on est bien en couple, déjà pour ce que l'on a, hein, parce que il y en a qui l'ont même pas. Moi, quand j'avais envie Mmh. d'un enfant, j'avais même pas le partenaire de Ouais. vie. Ouais. Et tu vois, rien que déjà de le trouver, celles qui ont déjà la chance d'avoir trouvé, quelqu'un avec qui elles sont bien, c'est déjà énorme, en fait, hein, on Mmh. se rend pas compte et puis, de pouvoir se lever le matin en étant bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment un processus et ça n'empêche pas du tout, hein, d'avancer sur ce chemin, en direction de son envie. Mais comme disent les Mmh. bouddhistes, la main ouverte, le cœur Oui. ouvert, l'esprit ouvert et non pas la main crispée sur son projet, hein. J'ouvre la main, le projet est dans le cœur de ma main. Il est là, je le tiens, mais je marche la main ouverte. Et qui sait ce qui peut entrer dans ma main? Peut-être qu'il y a un petit oiseau qui peut venir planter une autre graine, et cetera. Si je tiens la Mmh. main crispée sur mon projet, il y a rien qui peut entrer. Je me ratatine et puis je peux tomber dans l'aigreur. Moi, je sais que j'ai eu des moments où j'aurais pu glisser dans, tu sais, un truc. Moi, j'y arriverai jamais. J'ai une vie pourrie. Les autres Bien y sûr. arrivent et puis les autres elles méritent pas et moi je mérite. Je serais tellement une bonne mère. Et tout ça. Après, aussi le côté un peu jugeant. Hein. Oui. Euh, Oui. Il y a tellement d'enfants qui viennent sur Terre alors qu'ils ne devraient pas naître. Et, puis, tu vois, Ouais, ouais. et on Mmh. peut Oui, tomber oui. là-dedans. Bien sûr. Et c'est un peu dangereux parce que ça nous fait pas du bien. Ça fait du bien à personne. On peut, Non. hein, c'est pas du tout des, des Non, c'est pas simple. Après, ça fait partie du chemin et hem, Oui, c'est légitime. Ça fait partie, mais comme tu dis, il faut aussi prendre, sa responsabilité de dire: «Hé, ça me va pas en fait. Ça, j'ai pas envie d'être cette personne» et c'est difficile, mais de oui. toute façon, c'est pas le bonheur des autres qui t'enlève ton bonheur à toi. Non, Donc de toute façon, c'est voilà. ça et c'est plutôt le contraire.
C'est plutôt le contraire, c'est que le bonheur des autres peut t'amener du bonheur, mais je me souviens bien, moi j'ai vécu tellement d'années de vie difficiles, au-delà en plus de la difficulté d'avoir de pas avoir d'enfant, mais voilà, pas de couple, pas de vie professionnelle épanouie, etc. Donc je sais ce que c'est profondément la souffrance et le malheur, mais c'est vrai qu'on peut tomber dans quelque chose où on va plutôt s'éloigner des autres au lieu d'en faire des sources d'inspiration, hein. Et puis, bon, ouais, pour moi, c'est plus ça, c'est de m'inspirer de ce que vivent les autres. Et aussi, tu parlais de quelque chose d'important, de cet enfant idéalisé, de ce fantasme qu'il est important de déconstruire. Parce que justement, quand on voit un bébé dans la rue, une poussette, moi je pleurais, mais enfin, ce que je voyais pas, c'était les yeux cernés de la maman qui n'avait pas dormi, Ça, c'est sûr. qui n'en pouvait plus, qui avait envie de jeter son enfant par la fenêtre parce que, Ouais, enfin voilà, moi étant maman maintenant, je peux vous assurer que parfois, j'en ai mmh, ras-le-bol et je me dis: «Qu'est-ce que j'ai fait?» Et c'est pourtant, ça. je la voulais, hein. Donc effectivement, il y a de toute façon, je pense toute personne qui désire un enfant fantasme, hein, parce qu'avant de le vivre, on ne sait Bien pas. sûr, évidemment, Mais quand on l'a attendu très longtemps, on le souhaite très longtemps, on d'autant plus fantasmé c'est et ça, c'est aussi un bon truc à faire, ça fait partie du processus de défocalisation, de regarder vraiment ce qui se passe chez nos amis qui ont des enfants et de c'est pas ça. juste voir les bons moments quand on passe 2 C'est heures ça, avec l'enfant. ouais, Tout, en fait, ça fait partie d'un tout, un enfant, ça va nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de, bah, ouais, il y a beaucoup de gratitude à avoir pour cette expérience miraculeuse, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de défis, hein. mmh, Là, moi, je viens de ouais. vivre quelques nuits sans sommeil, voilà. Il y a des moments où on se dit: «Bon, Ouais, ouais. voilà quoi, ça fait c'est un». Mais c'est aussi ce chemin t'aide aussi à ne pas culpabiliser et à accueillir aussi ce que tu ressens et que c'est OK et que c'est Mmh. normal de se dire que tu es fatigué, que c'est Oui. difficile et que ça n'enlève pas tout l'amour que tu as pour ton enfant et que voilà, tu l'as voulu, tu l'aimes plus que tout et inconditionnellement Ouais. et je pense que tout ce chemin, ça aide aussi dans ce processus. Mmh. Je pense, hein. Oui, 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 c'est ça, exactement. Je sais pas comment j'aurais fait sinon. Je pense que je me serais engouffrée dans un truc franchement justement de mère sacrificielle et parfois il y a tout à coup Oui, des petits relents qui reviennent et je me ouais, ça reprends ça parce que justement je suis très consciente de ça et je travaille là-dessus ouais, donc ouais, ouais, ouais. hop, ça suffit et tu disais: «Je l'aime plus que tout», je vais juste te reprendre sur les mots, moi j'ai justement appris à ne pas aimer mon enfant plus que tout. Ouais, Je mmh, je m'aime plus que tout et mon enfant, c'est un amour, effectivement inconditionnel, mais je suis le centre de ma vie. oui, Parce que mmh, l'enfant, il est amené à on il est amené il est je l'ai accueilli dans mon nid et je dois l'élever, mais l'élever, ça veut dire ouais, vraiment l'amener vers le haut et ensuite il va oui, s'envoler. Donc c'est pas ma oui. chose. Moi, je me sens vraiment comme un endroit, Un un guide accueil, en un fait, ouais. guide. Mmh, Voilà, une âme a voulu s'incarner chez nous et je vais l'accompagner du mieux que je peux en faisant plein ouais. d'erreurs, hein. Oui, Et bah, bien oui. sûr, en n'étant pas parfaite, parce que ça aussi, c'est un peu le travers de certaines femmes qui souffrent d'endo une fois qu'elles ont eu Oui, des enfants. Elles sont parfois dans de grosses souffrances parce qu'il y a cette envie d'être tellement parfaite, justement, qu'il y a des conflits internes, de culpabilité très très importantes. Et en ayant fait ce chemin, c'est bah, ok, je vais faire des erreurs, je vais faire au mieux, quoi qu'il arrive, je fais de mon mieux et c'est tout. mmh, Donc, c'est ça. je dirais quand même quelque chose d'important qui m'a bien fait sourire quand j'avais pas d'enfant, c'est que j'étais allée écouter une conférence d'un maître spirituel américain et qui disait si vous voulez des défis sur votre chemin spirituel dans votre vie, première des choses, vous choisissez le couple, la vie de couple, parce Mmh, que contrairement à ce qu'on pense, elle se marier, eu beaucoup d'enfants, enfin tout ce truc-là, c'est pas tout à mmh. fait ça, hein, la vie de couple. Déjà, c'est des défis, c'est un endroit pour grandir. Il n'y a pas que du rose et puis des petits papillons dans le ventre, hein. Quand on a une vie de Mmh. couple, il y a aussi des défis. Et puis il disait, ben, second défi, vous faites des enfants. Et puis moi, tu vois, à l'époque, j'avais ni couple épanoui, ni enfant. Il y avait une partie de moi qui entendait. Puis il y a une Mmh. partie de moi qui était là, mais attends, tu rigoles. Et aujourd'hui, je comprends, parce que j'ai les Ouais, deux, tu vois. ouais, C'est oui, des, oui, c'est des laboratoires pour grandir et c'est très beau, hein, on apprend beaucoup de choses de oui, soi, mais c'est aussi des défis et de le savoir à l'avance, même s'il y a une part de nous qui est dans le déni, c'est quand même bon de le savoir et de l'entendre. Parce que comme tu oui, disais, c'est une graine qu'on plante et parfois quand il y a un moment de désespoir, c'est important de revenir à ça. Oui, mais ok, qu'est-ce qui est là maintenant pour moi, mmh, hein? Quelle est la possibilité que j'ai que je n'aurais pas si j'avais un enfant en ce moment, ça hein? c'est sûr. Mmh, Donc mmh. ouais,
C'est un processus, comme tu disais, que ce soit le processus de ce que j'appelle moi de guérison au sens holistique du terme, de la maladie, que ce soit le processus pour aller cheminer vers la maternité, eh bien, c'est un chemin. Et certaines diront, oui, mais moi, toutes mes copines ont réussi à tomber enceinte facilement. Elles n'ont pas dû se poser toutes ces questions, elles n'ont pas dû faire ce chemin. Moi, je dirais, oui, ok, mais elles ont d'autres défis dans leur vie. Ah ouais, mais Hein. c'est sûr et puis c'est des questions, malgré tout qui peuvent, revenir donc pendant la grossesse, pendant le Mhm. postpartum et cetera et typiquement, le fait de se poser la question si on est bien dans notre vie professionnelle et cetera, ça arrive très souvent après l'accouchement, Mhm. une fois qu'on est maman Oui, et en fait, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes aussi oui, à se poser une oui, fois qu'on a un enfant. c'est ça. Parce que les responsabilités sont pas les mêmes, les Ouais, contraintes sont pas les mêmes et que tout ce qu'on peut faire avant, la vie est quand même plus fluide et mhm. plus simple Oui, sans enfant. Donc, faut aussi voir tout ce qu'on peut faire oui. aussi avant d'avoir un enfant, tous les cadeaux qu'on peut se faire et comment on peut aligner au mieux sa vie, heu, tant qu'on n'a pas d'enfant, quoi. C'est ça. C'est vraiment aussi tout ce temps qu'on a. Je me rendais Ouais, pas ça compte. En c'est fait, des fois, je me sûr. dis: «Mais qu'est-ce que je faisais de mon temps avant? Pourquoi Oui, j'utilisais pas davantage? J'aurais pu faire ça, 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 ça». Et bon, parfois on le fait pas, hein, et puis après on regrette. Et ce qui se passe aussi, c'est que l'énergie de l'enfantement, c'est une énergie de création. C'est ce que je disais, hein, par oui, rapport à l'utérus, et ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'est en me mettant vraiment de tout mon potentiel dans mon énergie de création, donc mon activité professionnelle, déployer vraiment ma mission, tout ça, et ben, évidemment, ça a amené une énergie créatrice. J'étais enceinte de vie, comme je le disais, et ça a pu ouais, aussi amener l'enfantement biologique. Mais si tu veux, d'un point de vue du timing et du point de vue, enfin, c'est pas forcément, j'ai pu tout en même oui, temps, oui, donc c'est pas facile à gérer. Par contre, c'est la dynamique qui est quand même intéressante. C'est que plus je vais me mettre dans ce mouvement créateur, créatif, et ça peut être professionnel, hein, ça peut être autre chose, eh bien, ça va stimuler, si tu veux, le processus d'enfantement, et du coup, il ne mmh, va pas forcément se passer au moment qu'on décidait, oui. qu'on aurait considéré comme étant le moment, Mais c agréable. oui, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a plein de choses comme ça dans la vie où on se dit, «Là, c'est pas le moment» ou «Là, ce serait le moment idéal». Il y a pas de moment idéal. Non. De toute façon, on n'a pas la main dessus. Donc justement, faire confiance aussi, dans la vie, dans l'univers, dans ce que comme vous voulez l'appeler, mais faire confiance que la vie sait, en fait. Ouais, C'est mieux que nous quand on est prêt, en ouais. fait. Quand on est prêt à vivre cette nouvelle expérience, en fait. Et c'est aussi ça le chemin que j'ai parcouru, grâce à toi Mmh. notamment et à d'autres personnes, c'est vraiment d'accepter la situation. Mon souhait est là, Mmh. mais c'est plus j'ai vraiment compris que je mets en place au quotidien ce que je peux faire pour optimiser ma fertilité, Mmh. pour que ça puisse marcher, Mmh. mais le reste ne m'appartient pas et j'ai confiance en plus grand que moi, que si je dois être mère, je le serai quand je dois l'être, en C'est fait. ça. Et ça veut pas dire que c'est comme ça tous les jours, ça veut pas dire Mmh. que je pleure pas, Mmh. certaines fois quand j'ai mes lunes, ça Mmh. enfin, voilà, il y a des moments difficiles. Mais c'est vraiment être dans l'accueil et dans la foi profonde Mmh. que si ça doit arriver, ça arrivera et quand ça doit arriver. Tout ça, en fait, on n'a pas la main dessus. Non, on n'a pas la main. Même avec une PMA, de C'est toute façon. c'est ça, même avec une PMA, avec un appel d'âme, hein, comme je le fais avec les femmes, des fois on appelle une âme en fait, hein, heu, pour venir dans ce foyer, s'incarner. Mais, moi j'ai pas la recette, le mode d'emploi, et je signe pas une garantie pour dire: «Ben voilà, dans un mois tu es enceinte». En fait, C'est ça. le temps, il y a un temps divin, et ça n'appartient à personne. Moi, si j'avais pu choisir avec ma tête, je serais peut-être pas tombée enceinte à 40, je serais tombée peut-être enceinte un peu avant. Mais finalement, quand je regarde ma vie, je me dis que tout est parfait, et qu'en fait, Tout est heureusement juste, que oui. j'ai eu l'enfant à Mmh. ce moment-là. Des fois, je me dis: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais fait d'un enfant à 30 ans?» J'étais pas du tout, moi, dans mon propre chemin, j'aurais pas du tout Oui, pu le faire. Alors d'autres femmes, oui, mais bien sûr. moi, je suis au final contente, compte tenu de l'évolution qui est la mienne. C'est le Mmh. temps qui est le mien, même si, ben, voilà, il y aurait eu peut-être des avantages, à avoir Mais plus bien de choses sûr. comme ci, comme ça, mais on s'en fout de tout ça. Finalement, ça n'a Mmh. plus d'importance. L'essentiel, c'est que je vive les choses comme c'est juste pour moi, et en arrêtant de me comparer à mes copines, et je sais combien c'est difficile, parce que quand Oui on et a un puis on le enfant fait comme moi à tous. 40 ans, et puis que tu t'imagines bien que
la phase de la trentaine, 30-35, évidemment, il y a toutes les copines qui ont des enfants et du coup qui ont moins de temps disponible, pour Oui, sortir, avec tout ce qui va avec. Été très, très douloureux, bien entendu, hein. Mais aujourd'hui, ben, voilà, je me dis: «Ben, c'était mon chemin», du coup, j'ai moins de copines aussi pour partager cette expérience, je la vis autrement. Mais je la vis autrement et ma fille, vit, aussi cette vie de petite fille autrement peut-être qu'un autre enfant et peu importe. Elle est très heureuse et enfin voilà, et moi elle a choisi c'est aussi. ça. Elle a choisi donc du moment que tu sais que Ouais, tout est juste, tout est tout parfait, est voilà. je me Mmh. dis: «Il y a plus trop à se prendre la tête». Mais ça veut pas dire effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est important de le répéter, qu'il y a pas des moments de blues, il y a pas des moments de révolte, il y a pas des moments où on en a ras-le-bol et on aimerait être dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, mais bien sûr et c'est OK et c'est normal. Il faut accueillir aussi ses émotions. Il faut surtout pas enfin fermer les yeux face à ça. C'est OK et il faut pas s'en vouloir et Non, c'est normal de passer par des phases comme ça et ça fait partie du processus, ça fait oui, partie du bien chemin. sûr. Voilà, toutes les émotions sont bonnes à accueillir et justement, il faut les regarder en face et il faut dire: «OK, je t'entends, C'est je t'entends, tu es en colère, tu en Mmh. as marre et c'est OK, tu as le droit et si tu as envie de rien faire et de crier aujourd'hui, bah, fais-le». C'est ça. D'autant plus que si vous avez de l'endométriose, c'est une maladie de femme en colère, donc allez Ouais, travailler sur votre colère. Ça va faire du ouais. bien de sortir la colère du ventre d'ailleurs. Mmh mh. Petit Ouais, aparté, mais oui. ouais. Bah, de toute façon, on aura encore plein de choses à dire, Oui, mais pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer, comment tu travailles? Est-ce que c'est uniquement en cabinet? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est, uniquement des séances en face à face? mmh Je crois que tu es en train de travailler sur un magnifique projet, donc si oui. tu veux nous en dire plus sur tout ça. Alors en fait, je travaille pratiquement plus en cabinet. Je travaille uniquement ou presque, en tout cas pour les séances individuelles, je travaille par Skype puisque j'ai, D'accord. maintenant des patientes dans le monde entier donc pour l'organisation et tout ça, pour moi, c'est plus facile par Skype. Il suffit enfin Skype en tout cas par internet, il suffit d'avoir une bonne connexion internet et je travaille au niveau inconscient, cellulaire, avec hypnose et cetera. La distance ne pose aucun problème. Donc je travaille en séance individuelle, à distance, voilà et puis, effectivement, j'ai des groupes en présentiel, mais ça, c'est plus mon activité en Suisse. Maintenant avec, la situation mondiale, de toute façon, c'est Ouais, plus complexe, ouais. mais au moins on peut continuer de travailler à distance et puis effectivement, je suis en train de créer un programme en ligne, spécifiquement pour les femmes souffrant d'endométriose. Mmh mh. Je le co-crée avec notre thérapeute Bertie Flory et on va, là, pas se focaliser spécifiquement sur le désir, d'enfant. Par contre, on propose un accompagnement pour vraiment se lancer dans cette, heu, cette plongée, en fait, dans, cette forme de guérison au sens large du terme. Avec des mesures concrètes, ce qu'on peut mettre en place au quotidien, ce que toi-même tu proposes, hein, Mélanie, Mmh. voilà, des choses très, très concrètes. Et moi, je suis plutôt sur la partie, justement, travail sur un plan inconscient, sur cette symbolique, sur, ces niveaux, de l'enfant blessé, de la femme blessée, du féminin et du masculin blessé, parce qu'il y a des énergies très dysfonctionnelles chez femmes qui souffrent d'endométriose par rapport à ça. Donc, je vais plutôt aller travailler sur ces plans-là. Et donc ça, c'est un programme en ligne qu'on est en train de concocter et qui sera dispo, je pense, d'ici à mars. Voilà. Super. Ouais. Bon, dernière ligne droite Oui, et du coup, ce sera un programme sans séance, avec toi ou avec l'autre personne? C'est vraiment quelque chose qu'on pourra faire de notre côté? Ce c'est sera un ça. cheminement, en fait? D'accord. Exactement, sur ce cheminement avec des vidéos, des audios, des documents, un cheminement personnel, mais avec quand même, un live par mois pour pouvoir poser des questions, Super. quand même, qu'il y ait un contact personnel et puis ce sera un début de chemin, hein. C'est pas, Bien sûr. voilà, sachant maintenant avec tout ce qu'on a dit aussi que tout ça Oui, sont des oui, oui. processus, ce sera un peut-être pour certaines un début de chemin, pour d'autres ce sera la suite d'un chemin, mais ce sera, voilà, un accompagnement qui peut être ensuite peut-être prolongé par des séances individuelles ou par des suites de Oui. programmes ou d'autres choses. Mais oui, l'avantage, c'est effectivement que la personne pourra faire les choses quand elle en a envie, quand elle a le temps, depuis chez Mmh. elle, À son à son rythme. Mmh. rythme. Voilà, c'est Super, ça. super et par rapport à tes séances individuelles, est-ce que tu sais
dès le début, en fait, le nombre de séances qu'il faut ou c'est quelque chose que tu vois au fur et à mesure? Combien de temps il faut compter, en fait, pour un accompagnement avec toi? Alors, je ne peux pas dire au début, ça dépend, tu vois, ce qu'on a évoqué aujourd'hui et puis on pourrait parler encore 3 heures Oui. de ces symboliques et cetera. C'est tellement complexe que ça dépend un petit peu où en est la femme, ce qu'elle a déjà fait comme démarche. Parce que Mmh, souvent, j'accompagne des femmes qui ont déjà entrepris beaucoup de démarches sur elles, donc mmh, plus elles ont déjà fait, mieux c'est d'une certaine manière. Du coup, ça va prendre mmh, moins de temps. Après, ça dépend dans quelle profondeur on doit plonger, quelles sont les résistances qui sont là chez la femme ou pas. Et ça peut être, ça sera pas en tout cas en 1 ou 2 séances uniquement, hein. Moi, je fais pas du travail magique, j'ai pas cette baguette magique, je pense que personne ne l'a, mais dans le travail que je propose, vu qu'on va plonger dans ces causes multifactorielles, il y a vraiment cette approche causale de pourquoi j'en suis là, pourquoi j'en suis dans ces blocages. Il faut quand même compter, un certain nombre de séances, sachant qu'en plus on espace les séances en tout cas de 2-3 semaines minimum, puisque je donne aussi du travail à faire un petit peu entre 2. Donc il faut compter quand même plusieurs mois. Il y a certaines femmes qui restent avec moi 9 mois, le temps d'une grossesse, d'autres moins, parce que tout à coup elles ont les outils ou il y a quelque chose qui se passe, d'autres plus, d'autres reviennent ensuite. mmh. Hem, C'est très libre, en fait, chacun y va à son rythme. oui, c'est très libre et puis, ouais, c'est ça et exactement, en fonction du temps, des moyens, et de ce que je sens aussi moi. Parfois, il y a besoin de plus d'accompagnement, parfois il y a besoin de moins et parfois il y a des besoins de pause et puis ensuite on reprend sur une thématique et tu vois, là, j'ai une femme, par exemple, dernièrement, ben, je l'ai accompagnée, tout au long de son processus. Ensuite, on a arrêté parce que c'était bon par rapport à la maladie. Puis là, ben, elle est tombée enceinte. Du coup, elle a voulu que je l'accompagne une partie de la grossesse, et puis on a à nouveau arrêté. Puis maintenant, on reprend parce qu'elle a voilà, des petites thématiques qui reviennent quelques mois plus tard parce que bébé est né. Donc, ouais, c'est libre. C'est assez libre, mais il ne faut pas s'imaginer que voilà, je vais faire un soin énergétique parce que je suis aussi énergéticienne en une fois, et puis hop, abracadabra ou un appel Bien d'âme, sûr. et puis c'est fini. En tout cas, c'est pas ma manière de procéder, on dirait. Voilà. OK et pour celles qui voudraient prendre rendez-vous, alors je mettrai toutes les coordonnées dans les notes du podcast, donc ton site internet, ta chaîne YouTube, mais comment on fait, en fait? On te contacte directement sur ton site internet? Oui, alors il y a tout à fait, ou par mail. Ben, de toute façon, sur mon site internet, Mmh. il y a l'onglet «Contactez-moi», donc vous pouvez me contacter de cette manière-là, ou bien via ma chaîne YouTube, me faire un commentaire sous une vidéo, me demander quelque chose, et puis si je vois le Ouais. commentaire, je répondrai. Oui, c'est le plus simple, ou est-ce que tu veux donner mon email directement aussi dessous, si tu veux? Oui, je mettrai Ouais, si tu veux, oui, les ouais, coordonnées, voilà, pas de souci. souvent, les femmes me contactent par mail, Mmh. mais elles peuvent aussi m'appeler, bien sûr, mais bon, voilà, je suis en Suisse. Oui, oui, oui. Mais Non, mais par email, c'est mmh très bien. Super. Bah, merci pour tout ça, c'était passionnant et je sais qu'il y a encore tellement de sujets oui, qu'on pourrait aborder, mais au bout d'un moment, faut qu'on mais s'arrête. oui, Merci beaucoup pour tous ces partages, c'était vraiment, vraiment passionnant et je pense que ça aura planté plein, plein, plein de petites graines ouais, et c'est une belle symbolique, je trouve, mmh, quand on parle de désir d'enfant oui, et tout à fait. donc merci pour tout ça et bon courage pour cette dernière ligne droite pour ton programme qu'on a hâte de découvrir et qui va être, un merveilleux outil pour toutes les femmes qui souffrent d'endométriose et qui veulent vraiment, creuser un petit peu plus loin que juste, enfin «juste» entre guillemets, les symptômes en tout cas, mais vraiment creuser sur le pourquoi et sur, essayer de déloger cette maladie, en l'attaquant à la racine. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mélanie pour cette invitation. C'était un vrai plaisir de partager avec toi, et j'espère effectivement qu'on a planté des graines dans tous les sens du terme. Exactement! Si on a ce pouvoir-là, Hein? super. C'est Bah, magique. écoute, je te souhaite une belle journée. À bientôt, Merci à Emmanuel. toi aussi, à bientôt. Au revoir Mélanie. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.